merci de votre présence. Bonsoir. Dans la salle ou à distance, pour ce Club Banque motivé par la DSP3, je suis très contente de vous accueillir. Normalement, je suis assise au premier rang à côté d'Alain Gouriot, directeur de la publication et gérant de la revue Banque. Et c'est Véronique Rouzy, la directrice générale de la revue Banque, qui vous accueille. Elle vous prie de l'excuser de son absence ce soir et me donne donc ce plaisir d'être parmi vous. Mon nom est Sylvie Guilioni et avec l'équipe de rédaction, depuis 2 ans, on développe les activités éditoriales de l'entreprise, donc Revue Banque, bien connue, 11 numéros par an, avec 2 suppléments en partenariat avec la MAFI, 4 hors-série en partenariat avec l'ENAS et la House of Finance de Dauphine, et puis Club Banque, bien entendu, 11 éditions aussi. Chaque mois, de cette façon, nous réunissons les décisionnaires de la banque et de la finance que vous êtes, ainsi que leurs partenaires, alors à l'année TNP Consultant, et particulièrement le mois prochain, le 21 mars, pour un club banque sur l'euro numérique. Et ce soir, SAS, qui va donc nous parler de paiement, de fraude et de partage de données, sont les 3 mots-clés de cet événement. Après les interventions de chacun, il y aura une table ronde. Vous pourrez poser vos questions dans la salle comme à distance. Et puis, pour ceux qui sont dans cet auditorium de la FBF, on pourra prolonger la conversation de façon plus informelle autour d'un cocktail jusqu'à 21h. Je remercie Maya Attig, Julien Lassalle, Emmanuel Choucroune et Richard Eudes d'avoir accepté notre invitation. Et je laisse d'ores et déjà la place à Florence Giuliano, qui est directrice de l'analyse de la criminalité financière de SAS en Europe. Bonsoir à tous et bienvenue donc à la conférence du Club Banque dont le thème, comme l'a dit Sylvie aujourd'hui, est paiement, fraude, partage des données. La DSP3 rebat les cartes. Donc je suis Florence Giuliano, directrice chez SAS en charge des sujets liés à la fraude et à la criminalité financière au niveau européen. Et j'aurai le plaisir donc d'animer cette conférence et de pouvoir animer également la table ronde. Donc merci à tous d'être parmi nous. Pendant ces 2 heures, nous exploiterons les évolutions et les défis actuels dans le paysage financier et nous nous concentrerons sur un élément crucial qui a profondément remodelé notre secteur, la directive des services de paiement et tout particulièrement sa dernière version à venir, la DSP3. Donc la DSP3 représente une mise à jour significative des règlements précédents visant à promouvoir l'innovation, la compétitivité et la sécurité des paiements électroniques dans l'Union européenne. Nous verrons aujourd'hui avec tous nos intervenants comment cette directive rebat effectivement les cartes et affecte beaucoup de choses. Pas tout, mais beaucoup de choses. Le 28 juin 2023, la Commission européenne a présenté son projet de refonte de la DSP2 avec plusieurs objectifs. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est améliorer la lutte contre la fraude, accroître la compétitivité des services d'open banking, harmoniser les règles applicables au secteur bancaire pour favoriser la concurrence et préserver le droit des consommateurs. La révision prévoit 2 textes de référence, donc la directive en elle-même, la DSP3, et le règlement des services de paiement, donc le RSP. Le déroulé de notre séance sera le suivant. Tout d'abord, nous avons le plaisir d'avoir Madame Attig parmi nous, qui est diplômée de l'ENSAE et de l'ENA. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est important. Voilà, pour ça, c'est très, très important pour nous. Donc, nous sommes absolument ravis. Vous avez exercé à la Direction générale du Trésor jusqu'en 2013, Madame Attig. Entre 2012 et 2016, vous avez acquis une expérience opérationnelle de marché comme directrice générale adjointe de l'Agence France Trésor en charge de la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État. Depuis 2016, vous avez été directrice générale adjointe de la Fédération nationale du crédit agricole en charge des finances et des risques des caisses régionales. Et depuis mars 2020, vous êtes directrice générale de la FBF, donc Fédération bancaire française, et également directrice générale de l'Association française des banques AFB. Lors de votre intervention, vous nous avez dit que vous alliez évoquer différents sujets, mais notamment la question de la responsabilité de tous les acteurs
dont les prestataires techniques, qui est un point très important. Nous aurons par la suite un deuxième intervenant, donc Monsieur Lassalle, dont le titre de l'intervention est de la DSP2 à la DSP3, de nouveaux apports. Donc Monsieur Lassalle est centralien. Il commence sa carrière dans les assurances et rejoint la Banque de France en 2005, où il occupe successivement différentes fonctions managériales au sein de différents domaines d'activité, dont statistiques fiduciaires, planification stratégique, infrastructure de marché et sécurité des moyens de paiement. En mars 2023, il est nommé directeur adjoint des études et de la surveillance des moyens de paiement de la Banque de France. Il assure à ce titre la fonction de secrétaire général de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement et du Comité national des moyens de paiement et représente la Banque de France dans les différentes enceintes européennes et internationales en charge des sujets liés au paiement de détail. Monsieur Lassalle, lors de sa présentation, va notamment nous évoquer et nous dire le bilan qu'il tire de la DSP2, les points d'amélioration attendus par la DSP3 et enfin, quelle est la trajectoire vers la cible de sa mise en œuvre. Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Emmanuel Choucroune, dont le titre de l'intervention est « Projecteur sur le calendrier, comment investir et s'engager ». Donc, Madame Choucroune est diplômée de la Toulouse Business School et commence sa carrière dans le domaine de l'asset management avant de rejoindre la Société Générale en 2011, où elle occupe différentes fonctions managériales chez SGSS puis GTPS. Emmanuelle Choucroune est aujourd'hui directrice adjointe des relations interbancaires. Donc, dans votre présentation, vous allez nous exposer le calendrier de la DSP3 et comment les établissements financiers s'organisent d'abord en étant partie prenante dans la phase d'élaboration du texte, tout en conservant un dialogue avec les régulateurs pendant la phase de mise en œuvre afin de gérer les inévitables contingences. Nous aurons également d'avoir parmi nous pendant la table ronde Richard Eudes. Richard est docteur en mathématiques et un expert de la data science. J'ai eu le plaisir d'être son collègue il y a quelques années, sa collègue pendant quelques années chez SAS. Aujourd'hui, en tant que managing director du pôle data, technologie et intelligence artificielle chez Deloitte, il conseille des clients dans le secteur bancaire, assurance, industrie et services en alignant les stratégies de données et intelligence artificielle aux exigences réglementaires, notamment l'IA Act. Donc Richard interviendra avec toutes les personnes présentes lors de la table ronde. Donc je vous propose de vous donner la parole, Madame Attig, pour votre présentation. Merci. Merci beaucoup, Florence Giuliano, pour cette introduction. Merci à tous d'être présents ici dans cette salle de conférence, cet auditorium, et puis merci aussi à ceux qui sont là à distance et qui font vivre le Club Banque. C'est toujours des moments importants puisque ce sont 2 heures très très denses. Hein. Le programme est assez impressionnant, donc je vais essayer de vous tracer en quelques mots pourquoi la DSP3 qui rebat les cartes d'une certaine manière ne va pas tenir toute sa promesse. À notre sens, dans son état actuel, en tout cas, à notre sens, il y a encore des enjeux auxquels cette directive service de paiement 3 devrait répondre. Alors, je ne sais pas, je ne crois pas que l'histoire soit complètement finie. En tout cas, la négociation n'est pas terminée. Il y a peut-être encore un peu de créneau pour améliorer les choses, mais il y a une forme d'insuffisance de la directive sur un certain nombre de sujets. Alors, je vais quand même, finalement, voilà, le titre de l'intervention divulgâche ce que je veux dire, finalement, puisque, au fond, ce qu'on constate sur les questions de fraude et sur les questions de paiement depuis quelques années, c'est qu'on a renforcé considérablement au plan technique ce qu'il y avait à renforcer, hein, et tous les jours. Alors, il y a des obligations, bien sûr, la DSP2 a mis en place l'authentification renforcée, mais il y a aussi ce à quoi les établissements s'obligent eux-mêmes. Hein. Ça, c'est le leitmotiv du propos de notre profession. Il y a ce que la réglementation contraint à faire, et puis il y a ce que, en tant qu'entreprise responsable, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de la société, eh bien, on fait spontanément. Donc, logiquement, les investissements informatiques, les investissements humains, les partenariats sont extrêmement nombreux et on en aura des témoignages parce que la technologie
doit relever le niveau de sécurité en permanence. Alors, à quoi ça conduit? Ça conduit à quelque chose d'assez simple, c'est que les escrocs, étant des escrocs, ayant une mission, une profession, eh bien, en fait, ils déplacent le terrain de jeu. Ils le déplacent et, au fond, ils ne peuvent plus utiliser des outils techniques, je dirais même pas des failles, puisque en fait, ils ne peuvent plus utiliser tout simplement des moyens techniques où ils peuvent moins facilement les utiliser. Et donc, eh bien, ils utilisent l'ingénierie sociale, ils utilisent la manipulation. Ça m'est arrivé souvent de le dire, ils ont des techniques qui remontent dans certains cas à l'âge des cavernes. Alors parfois ça fait sourire, puisqu'on connaît tous, enfin on connaît tous justement, pas assez, mais ces techniques d'appel téléphonique, de manipulation, etc. Oui, ben, même avant que le téléphone n'existe, ça existait. Quand on regarde d'anciennes petites annonces, quand on regarde ce qui se passait bien avant l'avènement des médias tels qu'on les connaît aujourd'hui, tout cela existait. Mais en fait, ça s'est aussi déplacé techniquement parce que tout simplement les opérateurs télécoms sont aujourd'hui un élément de la chaîne qui est extrêmement utilisé par tous ces escrocs, tout ce monde de la fraude, et cet élément n'est pas assez appréhendé aujourd'hui. Et ça, clairement, la DSP3 finalement fait l'autruche par rapport à ce sujet et refuse de traiter ce sujet. Alors bien sûr, au niveau national, il y a des initiatives, il y a une loi votée il y a déjà plusieurs années, avec un délai d'application qui, semble-t-il, n'est pas suffisant, ce qui fait que les opérateurs télécoms disent avoir encore besoin de plusieurs mois pour pouvoir appliquer les dispositions pleinement et entièrement de la loi Negelen, qui oblige au renforcement de la lutte contre l'usurpation d'identité. Mais pour le coup, la DSP3 ne produit aucune incitation dans ce domaine et ne renforce pas ce point-là. Voilà. Donc cette faille-là, qui constitue un élément complètement manquant de la chaîne. Donc cette sécurisation des appels est vraiment indispensable. Le deuxième élément qui manque ou qui est insuffisamment appréhendé, c'est la responsabilisation des clients. Nous sommes les premiers à dire que les clients doivent être protégés. Et nous dépensons beaucoup, comme je le dis, d'énergie, d'argent, de moyens humains pour les protéger. Nous avons, au niveau de la profession, engagé une campagne qui a été beaucoup relayée par les acteurs privés pour l'essentiel, par certains acteurs associatifs aussi, et je veux les remercier très solennellement d'avoir relayé la campagne que nous avons menée. Et bien sûr, chaque banque sensibilise ses clients sur les gestes à avoir et ne pas avoir. Nous appliquons pleinement les dispositions de la DSP2 sur le remboursement. Il nous semble que les notions de négligence grave et les mécanismes de remboursement qui sont autorisés, en fait, dans la DSP3, ne permettent pas de, je dirais, de continuer dans ce sens de juste répartition, de juste responsabilisation des clients. Encore une fois, nous ne sommes plus au temps des premières DSP ou même avant la DSP, où finalement chaque contentieux devait se régler au cas par cas. Aujourd'hui, il y a des cas de remboursement automatiques assez nombreux, assez importants. Les banques les appliquent pleinement et avec les recommandations de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, on a un cadre qui s'est encore renforcé là-dessus. Donc, nous ne disons pas qu'il faut revenir en arrière sur ce sujet. Ce que nous disons, c'est que si la DSP3 persiste à ne pas assez préciser la notion de négligence grave, et si la DSP3 persiste à augmenter certains cas de remboursement automatique ou sans regarder par rapport à aujourd'hui, eh bien, vraiment, en réalité, on n'ira pas dans le sens de la vigilance renforcée. Et cette vigilance, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'une personne qui se fait arnaquer ou qui n'est pas assez vigilante sur son compte bancaire parce qu'il y a l'idée que de toute façon on sera remboursé après, et on sera remboursé, c'est presque vu comme une indemnisation du mauvais moment qui a été vécu. Et je crois que ça, en fait, ces personnes-là, elles peuvent aussi être vulnérables à toutes sortes d'autres escroqueries. Toutes les escroqueries ne passent pas par les banques. Donc on a vraiment un double sujet, je dirais, sur cette DSP. Le premier qui est celui des télécoms et le deuxième qui est celui de la définition du plus juste équilibre, plus précis équilibre
entre ce que doit être un remboursement juste, à la fois pour ne pas couvrir le cas de la négligence grave ou le cantonner, le spécifier, être plus précis sur sa définition, et puis ne pas créer une sorte de franchise de remboursement qui aurait quand même, qui donnerait un signal très important et qui peut-être même conduirait à une forme d'industrie organisée de la recherche de remboursement. Et ça, c'est finalement le législateur qui aurait créé sa faille. Alors, si je dois résumer finalement, ce qu'on peut penser de cette DSP3, elle comporte énormément de bonnes choses et énormément de points qui devront entraîner des impacts opérationnels. Ils seront très largement décrits, mais elle témoigne en réalité d'une insuffisante compréhension des mécanismes profonds de la fraude. Et là, je ne parle pas de mécanismes techniques, je parle de mécanismes réellement sociaux. Il y a une société de la fraude, il y a une économie de la fraude. Et ça, il y a une forme de naïveté des autorités, naïveté qui est renforcée quand on combine ces informations de la DSP3 avec celles de la directive dite FIDA, qui pour le coup porte un nom en latin, Fides, c'est la confiance. Je crois que FIDA, ça va être un peu le contraire de la confiance. C'est pas le pluriel de la confiance, c'est vraiment le contraire de la confiance. Donc, je crois qu'il faut vraiment ne pas être naïf sur tous ces points-là. Voilà, donc ce sont les quelques convictions un peu offensives que je voulais prévoir là-dessus, parce qu'elle rebat les cartes, encore une fois. Toujours dans une directive, il y a des choses positives, mais quand il y a ces formes de naïveté, je pense que c'est important d'agir à tous les maillons de la négociation pour essayer de les traiter. Voilà. Donc je vous souhaite de très beaux débats, très intéressants. Je vais assister à une partie, puis je devrais filer, mais bravo pour cette organisation. Merci pour votre invitation. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup, Revue Banque, pour cette invitation. Un événement qui tombe à 29 février, c'est quelque chose dont forcément on se souvient à l'avance et après. C'est quand même au plus un tous les 4 ans. Alors effectivement, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le point de vue du régulateur par rapport à la réglementation de la sécurité des paiements. Et ça passe d'abord par rappeler d'où on vient et en particulier ce que l'on doit aujourd'hui à la DSP2. Et puis ensuite, bien sûr, on va regarder ce qui se passe, ce que l'on attend, nous, régulateurs de la DSP3, et comment tout ça va se dérouler dans le temps. La DSP2, elle laisse derrière elle 2 héritages majeurs. Le premier, c'est la sécurisation des paiements électroniques, notamment des paiements en ligne. Je pense que dans l'auditoire, c'est une surprise pour personne, mais l'authentification forte, le recours à 2 facteurs d'authentification pour valider un paiement électronique, le fait que ces éléments d'authentification eux-mêmes soient liés avec le contenu de la transaction et donc qu'un mot de passe, par exemple, émis à usage unique pour valider une transaction ne peut pas être utilisé pour en valider une autre, tout ça a contribué à renforcer la sécurité des transactions et a rendu la vie compliquée aux fraudeurs. L'authentification forte, c'est des outils extrêmement performants, extrêmement robustes aujourd'hui. Alors, toutes les solutions ne se valent pas forcément en termes de sécurité intrinsèque, mais elles sont toutes d'un niveau de robustesse élevé par rapport à ce qu'on connaissait précédemment. Et c'est donc un apport majeur pour nous dans la sécurisation des paiements. Et puis, cette authentification forte, elle génère effectivement des frictions, des contraintes. Et la DSP2 avait aussi prévu qu'on adopte une approche en fonction du niveau de risque, de façon systématique, avec des mécanismes d'analyse du risque des transactions. Je pense que c'est le thème central de la discussion d'aujourd'hui. On va traiter de la donnée, on va évaluer à partir des informations dont dispose la banque le niveau de risque associé à une transaction. Et quand le risque est jugé suffisamment faible, on pourra se passer d'authentification forte, auquel cas l'émetteur assumera le risque associé à cette transaction. Effectivement, les cas d'exemption, ils ne sont pas infinis, ils sont même strictement encadrés, avec une vigilance forte, les petits montants, certaines choses en commerce physique, par exemple, les passages des barrières de péage pour des raisons de sécurité bénéficient d'exemptions. Sur Internet, l'analyse de risque faite par le commerçant, par l'acquéreur, sont aussi des facteurs qui peuvent justifier de se passer d'authentification. Ce qui est très important dans ce processus, c'est que la responsabilité de tout cela reste confiée à la banque qui tient le compte. Et c'est elle seule qui peut déterminer si oui ou non elle considère que le niveau de risque est acceptable. Un paiement de 5 €, qui est donc en dessous des seuils d'obligation de l'authentification, mais sur lequel la banque considère qu'il y a un risque, peut tout à fait donner lieu à une authentification. Et le commerçant a beau prouver par tout un ensemble de données que la transaction serait potentiellement exemptable, si l'établissement émetteur considère qu'il y a un risque, alors il est tout à fait fondé à demander une authentification forte et à rejeter le paiement en cas d'exemption.
Ce pavé authentification forte, on va y revenir juste après, c'est effectivement un succès majeur de cette DSP2. L'autre grand enseignement, l'autre grand apport de la DSP2, c'est la question de l'open banking. Alors, je sais que c'est un sujet qui continue à faire débat auprès de la profession bancaire, même si très objectivement, je note que la plupart des TPP aujourd'hui sont sous capital bancaire, entre guillemets, et donc les banques sont elles-mêmes les premiers utilisateurs des solutions d'open banking aujourd'hui, premiers consommateurs. Ce qui est important pour nous en termes de sécurité de l'environnement des paiements, c'est les principes qui ont été mis sur le développement de l'open banking. On voulait sortir du web scrapping sauvage dans lequel les acteurs tiers collectaient des identifiants personnels, usurpaient quelque part l'identité du porteur pour se connecter au site et puis aller copier-coller un petit peu ce qu'ils voulaient sur les pages de la banque. Aujourd'hui, on a des interfaces d'accès spécialisées avec en particulier des certificats qualifiés qui permettent de s'assurer que l'entité qui se connecte dispose bien de l'autorisation nécessaire pour fournir ce type de service. Ce n'est pas neutre. Donc, une banque est en capacité de reconnaître quand elle a affaire à un vrai TPP, quand elle a affaire à une entité qui n'a pas le droit de fournir ce type de service. Et puis, là aussi, on a injecté une dose d'authentification forte qui est nécessaire à la première connexion pour s'assurer que l'utilisateur donne réellement son consentement à l'utilisation de l'accès à son compte par le TPP. Et puis, quelques cas très particuliers sur la consultation, par exemple une exemption qui peut aller jusqu'à 180 jours. Ce deuxième pilier, le but était avant tout de créer un environnement de confiance pour l'échange de données, ce que ne permet pas de faire le web scrapping sauvage. Dans les faits, ce que ça a donné, notamment sur la lutte contre la fraude, et ça c'est un graphique qu'on aime bien à l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, c'est de constater que la mise en place de l'authentification forte a permis de réenclencher la baisse du taux de fraude sur les paiements par carte sur Internet. Là, ce qu'on vous présente, c'est les paiements domestiques, donc porteurs français, acquéreurs français. Et ce qu'on voit, c'est que dans les années 2010, on a eu une baisse très nette, qui a été l'introduction de 3D Secure, de l'authentification simplement par mot de passe, reçu par SMS principalement, qui s'était fait sans cadre législatif d'ailleurs. C'était une démarche volontaire de l'OSMP. Ça a été compliqué à mettre en œuvre parce que les commerçants n'en voulaient pas forcément à la base. Il a fallu leur démontrer que ça marchait, que ça ne créait pas de friction excessive et que ça générait des gains en termes de lutte contre la fraude. Ça a été très net de 2011 jusqu'à 2018 et on était entré dans une période un petit peu de stagnation où effectivement les fraudeurs avaient compris comment contourner l'authentification par code SMS, faisaient du SIM swapping, ce genre de techniques frauduleuses. Et la DSP2 et l'introduction de l'authentification forte, le renforcement aussi des mécanismes de suivi des taux de fraude, le scoring, tout ça a permis de réamorcer de façon très très nette la baisse en 2022, qui est la première année où les mécanismes ont fonctionné à plein, est vraiment spectaculaire. Et donc on a, grâce à l'authentification forte, grâce au scoring, grâce aux exemptions aussi, qui ont permis de faire passer rapidement les transactions sans risque, on a eu des gains significatifs en termes de lutte contre la fraude. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de plus d'une réglementation en matière de sécurité des paiements, notamment ce fameux package, règlement service des paiements et DSP3. Là-dessus, en matière de stricte sécurité, on a 5 grands axes qui, côté autorité, nous intéressent. Le premier, c'est la question du partage de données entre PSP pour ce qui touche à la fraude. La formulation aujourd'hui dans le projet de réglementation est quand même relativement floue. Les PSP vont pouvoir partager des données, mais sur quoi, dans quel cadre, quel est le poids de cette disposition par rapport au règlement général de protection des données? Ça fait partie des choses qu'il va falloir disséquer, dont on va sans doute parler un petit peu lors de la table ronde, parce qu'effectivement, on doit pouvoir obtenir des gains tangibles, faire en sorte que les PSP ne soient pas isolés dans leur capacité à traiter des données, mais puissent aussi s'appuyer sur les enseignements, des profils de fraude, des informations, je ne sais pas, des IBAN par exemple, utilisés par les fraudeurs, des adresses IP, pour alimenter eux-mêmes leur moteur de scoring. Donc ce partage de données pourrait créer de la valeur effectivement en termes de lutte contre la fraude. Deuxième point qui était évoqué par Maya Attig et qui est un point important, c'est qui est responsable de quoi? Les projets ouvrent des portes aujourd'hui, mais qui ne sont là aussi pas suffisamment précises. Et il va vraiment falloir attendre l'issue de ces discussions au niveau des co-législateurs pour savoir vers quoi on se dirige. Mais effectivement,
le prestataire de service de paiement qui tient les comptes a un certain niveau de responsabilité extrêmement fort, c'est lui qui a la relation avec le client. Les autres acteurs qui contribuent à la chaîne des paiements, que ce soit un TPP, dans le cas où il y a une intermédiation par une initiation de paiement, des prestataires techniques tiers qui ne sont pas visés par la réglementation, qui ne sont pas prestataires de services de paiement, comme les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de wallets. Qu'est-ce que ces acteurs supportent comme responsabilité quand la fraude est de leur fait? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, ça renvoie au point qui est en bas à droite, c'est aussi comment on prend en compte le remboursement du consommateur en cas de manipulation. Parce qu'il est vrai, il faut le reconnaître, la DSP2 était finalement un petit peu creux sur cette question. On disait, il y a un remboursement en cas de paiement non autorisé, et puis d'un autre côté, on n'a pas la stricte égalité entre une autorisation et une authentification. Donc, quelque part, la DSP2 a entretenu un flou assez savant. Tant qu'il n'y avait pas d'authentification, on comprenait que le paiement pouvait être considéré comme non autorisé. Et lors que le fraudeur a manipulé le client et l'a amené à valider avec une authentification un paiement, faut-il pour autant qu'on considère que le paiement est autorisé? Là-dessus, l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement en France a émis des recommandations demandant aux établissements de faire une certaine introspection, savoir quelle est la part de responsabilité de la victime, quelle est la part de responsabilité de l'établissement. Est-il irréprochable dans les alertes qu'il a adressées, dans le traitement des données? Est-il certain d'avoir authentifié la bonne personne? Autant d'éléments qui doivent être mis dans la balance par rapport au comportement qu'a pu avoir le client pour déterminer si oui ou non le mécanisme de remboursement doit se mettre en œuvre. Ce qu'on souhaite dans la DSP3, c'est que les choses deviennent plus claires, qu'on ait des pratiques homogènes, parce que ce qu'a décidé l'Observatoire en France, finalement, ne correspond pas à ce qui se passe aux Pays-Bas ou à ce qui se passe dans d'autres pays de l'Union européenne. Et donc, on attend effectivement des concepts plus clairs, y compris, quatrième point, sur les notions d'autorisation de négligence grave. Et puis, sur le sujet de l'open banking, il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisateur peut être amené à donner son consentement à un TPP, et puis finalement, le consentement reste actif, quand bien même l'utilisateur n'a utilisé qu'une fois le service de l'acteur tiers. Et donc, il nous semble très important que l'utilisateur puisse avoir la main, puisse savoir, quelque part, quel consentement il a donné, à quel acteur, et qu'il puisse révoquer de façon simple ses consentements. Et là, c'est tout le principe de tableau de bord sur l'open banking qui est proposé dans le cadre du règlement sur les services de paiement. Et on espère que tout ça puisse se matérialiser, ce qui changera un petit peu le barycentre sur la relation que peuvent avoir banques et TPP sur l'accès de leurs clients. Et puis, au-delà des simples questions de sécurité, il y a quelques évolutions, alors dont certaines sont peut-être un petit peu plus techniques, mais qui sont aussi importantes dans le cadre de cette nouvelle réglementation. On a la question de l'accès au système de paiement pour les établissements de paiement, qui est une question qui est remise sur la table. Il y a même derrière des éléments alors, qui sont très fondamentaux pour nous, banquiers centraux, parce qu'il y a aussi la question de est-ce que les banques centrales ne devraient pas proposer des services de compte de cantonnement, l'accès au système de paiement des banques centrales, hein, les services Target, TIPS. Voilà, c'est des sujets qui, pour nous, sont extrêmement structurants. L'intégration de la monnaie électronique dans les services de paiement, ça c'est une action que l'on attendait côté autorité de simplification, parce que le développement des services de paiement fait qu'on était de plus en plus en difficulté pour expliquer dans quel cas la qualification penchait vers la monnaie électronique et dans quel cas elle penchait vers un compte de paiement. Dans les acteurs agréés aujourd'hui, si vous regardez certaines grandes fintechs qui proposent des services de tenue de compte, dans certains cas ils sont EP, dans certains cas ils sont EME, alors que finalement le service délivré au bout du compte n'est pas très différent. Troisième point très important pour nous qui sommes garants de la qualité de la circulation fiduciaire et de son accessibilité, il y a potentiellement dans la DSP3 et dans le règlement sur les services de paiement des dispositions relatives aux autres modalités de distribution d'espèces que les DAB. Ce qu'on appelle le cash-in shop, le cashback, c'est des dispositifs qui se développent relativement peu aujourd'hui, en tout cas en France, qui sont quand même d'une complexité juridique et d'encadrement réglementaire qui ne sont pas évidents. Et quand on a en face de nous des acteurs qui souhaiteraient pouvoir mutualiser, par exemple, leur réseau de points de distribution d'espèces chez les commerçants, eh bien, on est un petit peu face à un mur juridique aujourd'hui. Et
des projets de réglementation devraient nous aider à faciliter cela. Dans un environnement où l'accès aux espèces est globalement satisfaisant en France, le parc de DAB se réduit, mais reste relativement dense, et il se réduit surtout là où il y a des doublons. On est relativement confiant sur ce sujet-là, mais pour l'avenir, ça nous semble souhaitable de pouvoir aller dans cette direction. Et puis, dernier point, l'essor des services d'open banking. Alors, il peut y avoir débat sur faut-il les développer ou non. En tout cas, on a vu aussi toutes les limites de la DSP2, d'un business model qui était quand même bancal, il faut le reconnaître, puisqu'on demandait aux banques des investissements lourds, tout ça pour que les TPP puissent accéder de façon gratuite, sécurisée, aux données des clients des banques. Mais aussi du point de vue des TPP, le fait qu'en fait, vouloir répliquer dans les API le strict fonctionnement de l'espace de banque en ligne ne crée pas de cas d'usage à valeur ajoutée très forte. Et donc, la future réglementation ouvre la porte à un open banking plus équilibré qui permette de fournir des services à valeur ajoutée via les API, tout en assurant une juste rémunération des acteurs qui font cet effort de proposer des services à valeur ajoutée. Ça, c'est quelque chose peut-être qui est susceptible de provoquer un petit déclic sur le développement de ces services d'open banking. Et puis, pour terminer la présentation, sur le timing, personnellement, je n'ai pas forcément envie de plonger dans la façon dont ça va se passer sur la DSP3 et le règlement sur les services de paiement, pour une bonne raison. C'est qu'on a un coup d'envoi des négociations au niveau européen, des différents co-législateurs, un Parlement d'un côté, Conseil de l'autre, qui est effectivement en place depuis l'automne dernier. Mais on a sur notre chemin des élections européennes qui arrivent bientôt. On a un Parlement qui va potentiellement voter le package législatif avant les élections. Il y a un nouveau Parlement, après les élections, qui va devoir négocier en trilogue des décisions qui ont été prises par ses prédécesseurs et sur lesquelles ils ne seront pas forcément alignés politiquement parlant. Il y a donc une zone d'incertitude sur le rythme auquel les travaux sur cette réglementation vont pouvoir se conduire. Et donc, je serais bien en peine de vous dire aujourd'hui, le pack des deux textes sera adopté début 2025, fin 2025. Ça, c'est une grande inconnue pour nous. En tout cas, c'est des négociations qu'on va suivre avec intérêt en tant que régulateur français. Je suis sûr que la profession bancaire va aussi les suivre de très, très près. Mais je voulais profiter de cette discussion sur les plannings généraux pour rappeler aussi que la réglementation sur les paiements instantanés vient d'être adoptée formellement par les co-législateurs et comporte des dispositions en matière de sécurité qui vont arriver avant la DSP3. Et parmi elles, il y a le service de confirmation d'IBAN qui est finalement un partage de données interbancaires qui va permettre de lutter contre certains types de fraudes, notamment celui par substitution d'IBAN. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on attend une grande implication du secteur des PSP, des banques en premier lieu, en espérant que tout cela puisse se mettre en œuvre au plus vite. Vous savez que l'Observatoire, dans ses recommandations sur le remboursement des cas de fraude, avait aussi invité le secteur bancaire à réfléchir à anticiper l'application de ce type de dispositif si cela était possible. Voilà, et on aura l'occasion, lors de la table ronde, de reparler d'échanges de données de paiement à des fins de lutte contre la fraude. Donc, je vais m'arrêter ici. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, Julien a dit je n'ai pas envie de commenter le calendrier. Et ce qui, pour nous, quand on va devoir y aller, investir, mobiliser des ressources, est quand même une question très importante et sur lesquelles on aimerait bien avoir de la visibilité. Alors, si on regarde, donc ce qu'on a commencé par faire, en prenant un cas très concret, on a commencé à s'expliquer à nous-mêmes, en fait, le calendrier de la DSP3 tel qu'il figurait dans le texte initial de la commission. Et on comprend assez vite, effectivement, qu'il a des chances de prendre un peu de retard, tout simplement parce que si on regarde les amendements qui ont été déposés avant le vote au Parlement, d'abord il y en a eu beaucoup, il y en a eu, je crois, plus de 400, et dans les propositions qui ont été faites, il y en a un certain nombre qui vont être votées par le Parlement. Il y en a un certain nombre qui méritent des clarifications parce que elles constituent un petit peu des breaking points. Alors, avant d'élaborer sur ces breaking points, je vais juste le commenter très rapidement, parce que c'est important d'avoir quelque part des grands jalons en tête. Donc, je vais juste rappeler qu'il y a un jalon important qui est le jalon de mars 2024, où on saura si finalement la proposition du Parlement est adoptée.
On attend donc bien sûr les élections européennes en juin 2024. Alors là, on a fait un scénario très très optimiste avec un accord politique fin 2024, début 2025. On a bien en tête qu'aujourd'hui, les délais de mise en œuvre, en tout cas pour la partie qui est la plus contraignante pour les banques, est de l'ordre de 18 mois. Donc, et puis, après, on a également en tête qu'il y a des normes techniques réglementaires avec leur lot de contraintes qui vont intervenir respectivement 1 an et 18 mois après l'entrée en vigueur de PSR. Donc, si on garde l'hypothèse qu'on a d'adoption en fait début 2025, ça nous amène aux alentours de mai 2026 et de novembre 2026. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces normes techniques réglementaires? Il y a un certain nombre de sujets quand même assez structurants. Alors, il y a un point qui est lié en fait au droit au compte, et ça rejoint le point qu'a évoqué Julien sur est-ce qu'il faut ouvrir par exemple des comptes en banque centrale à des établissements de paiement et de monnaie électronique, ou est-ce que quelque part c'est mieux de dire que ce doit être des établissements de crédit qui le font et motivés quand ils refusent de le faire, pourquoi ils ne le font pas. Donc, ce qui est une forme quelque part, ce que nous, côté bancaire, on considère comme étant une forme d'atteinte à notre liberté contractuelle. Il y a une disposition sur l'obligation de disposer d'une interface spécifique pour l'accès aux données. Donc là aussi, vu comme ça, ce qui nous semble très très court, c'est de dire, voilà, l'obligation, elle vient 18 mois après la publication du texte. Et puis, 12 mois après, il y a le BA qui se prononce. Et donc, pour ceux qui ne seront pas exemptés, comme il avait espéré, ça fait que 6 mois pour se préparer, donc ça fait un peu court. Voilà. Donc, dans les éléments qu'on voit, il y a toute une partie sur les données statistiques, donc pour les autorités compétentes. Et puis, il y a tout un tas de règles relatives à l'authentification, la communication et les mécanismes de contrôle des opérations. Et puis enfin, sur l'open banking, là aussi, voilà, il va y avoir des obligations de reporting sur la partie open banking. Donc ça, là, on vient de planter un petit peu le programme. Et alors, sous forme de clin d'œil, une autre nouveauté en fait de la DSP3, c'est le pack qui concerne les sanctions. Donc, ce sont les articles 97 à 101 qu'on a lu avec beaucoup d'attention, et celui qui nous a beaucoup intrigué, c'est celui c'est relatif aux astreintes. Voilà, donc qui dit que en tant qu'acteur régulé par la DSP3, si on ne va pas assez vite, et ben voilà, on peut avoir une astreinte qui peut aller jusqu'à 3% du chiffre d'affaires. Potentiellement plus si l'État membre considère que ça doit être plus. Voilà, et ça pendant 6 mois. Alors, c'est un petit clin d'œil. En réalité, sur la partie du calendrier, nous, on considère que la partie importante, c'est ce qui passe maintenant. D'accord ? Parce que c'est là où on va quelque part poser les règles qui doivent régir l'industrie des paiements. Avec des enjeux qui sont communs, donc qui sont communs pour, bien sûr, les consommateurs, bien sûr, tous les acteurs qui dépendent des paiements, et donc c'est quasiment tout le monde, et qui concernent, bien sûr, les banques et tous les acteurs de la chaîne de paiement. Et donc, ce que je voudrais ici, c'est partager un certain nombre de points qui nous semblent importants à la fois collectivement et aussi également, bien sûr, vu côté banque, hein, puisque c'est quelque part l'angle que l'on apprécie le mieux. Alors, premier point, ce serait de dire, dans les dispositions de la DSP3, un risque qu'on pourrait voir, c'est celui de substituer une dépendance à une autre. Et notamment, alors quand je parle des constructeurs de mobiles, on a 2 idées là-dessus. La première chose, c'est que voilà, aujourd'hui, c'est vrai que les particuliers utilisent de plus en plus leur mobile pour payer. Alors, soit parce qu'ils vont utiliser en direct une solution de paiement mobile, soit parce qu'ils vont l'utiliser pour l'authentification forte. Et aujourd'hui, en fait, on n'est pas très, très souverain sur notre niveau de souveraineté sur les constructeurs mobiles n'est pas très, très fort. Et puis aussi sur l'article 88, donc qui a un article qui a été rajouté en fait dans la proposition qui a été votée par le Parlement, en tout cas qui a été modifiée,
et qui va obliger ces constructeurs de téléphones mobiles, ou en tout cas de devices, à rajouter des éléments soit software, soit hardware sur justement ces mobiles. Et donc, la question qu'on se pose là-dessus, alors avec deux enjeux. L'enjeu utilisateur de services de paiement et puis l'enjeu aussi côté quelque part commerçant. D'accord ? Quand j'utilise mon terminal de paiement pour accepter des paiements avec tous les risques que cela peut avoir. Et donc tout ça, ce sont des choses qui méritent d'être instruits de façon à ce qu'on puisse gérer ces éléments de manière correcte. Après, l'autre point, c'est la partie prestataire de services cloud. Qui dit économie numérique, qui dit quelque part besoin de stockage de données. Et là aussi, alors je ne parlerai pas de substitution, mais je parlerai plus de gestion des dépendances. Alors, après, l'autre point que nous, on voit, qui nous semble très important, c'est la nécessité de ne pas réaliser d'investissements qui, au final, se révèlent improductifs. Et ça, ce serait le cas si, par exemple, on était contraint à développer des offres coûteuses et faiblement utilisées. Alors, je vais donner un exemple très concret. En Pologne, on a développé une API DSP2 sur laquelle aucun TPP ne s'est onboardé. Et donc, si demain, la loi nous dit, non, vous devez développer et une API et en plus mettre en place une interface de secours, voilà, ça veut dire qu'on mobilise en fait du capital pour rien. Et ça, c'est un vrai sujet. Et donc, et pour revenir au calendrier là sur la dérogation de mettre en place des interfaces dédiées, c'est des éléments qui nous semblent importants d'instruire. Et puis après, l'autre point, dans la manière dont on fonctionne collectivement au niveau de l'écosystème, c'est le fait que très souvent, on voit parfois des exigences où en fait, ce qui nous est imposé à nos banques, c'est de développer une solution, alors qu'en fait, on pourrait partir d'une expression de besoin et trouver une autre solution qui serait plus frugale et plus performante. Et là, je peux donner un exemple, par exemple. Je peux donner un exemple. Ce serait quand on fait de l'initiation de paiement, effectivement, la DSP2, un des enjeux de la DSP2, c'était de dire, vous devez répliquer dans l'API ce qu'il y a dans votre espace banque en ligne. Dans votre espace banque en ligne, il y a des virements qui sont conçus pour des utilisateurs de virements. Mais quand on essaie de transformer cette offre pour en faire un service à destination des commerçants, ça ne marche pas tout de suite comme on veut que ça marche. Et c'est normal parce qu'on ne conçoit pas la même offre. Voilà. Et du coup, effectivement, donc on essaie de trouver des turnarounds, pardon, pour parler français, des voies de contournement qui vont faire que ça marche, sauf que ces voies de contournement, ce n'est pas forcément les plus efficientes. Voilà. Alors, et toujours dans la même idée, c'est de dire, en fait, parfois on définit des exigences qui sont purement fonctionnelles et qui ne tiennent pas compte du risque ou qui font quelque part abstraction d'une certaine logique économique. Et par exemple, voilà, l'exemple qu'on pourrait avoir, c'est de dire, est-ce que, à un moment donné, les outils de lutte contre la fraude vont pas devenir plus chers que le coût de la fraude? Voilà. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on est bien sûr assez vigilant. Et puis dernier point, c'est la question qu'on va se poser dans cette phase d'instruction de la DSP3. Et c'est tout le travail qu'on fait quand on répond à des consultations ou quand enfin, il n'y a pas forcément de consultation, mais quand on échange avec les superviseurs, quand on a fait part de notre avis sur le texte, c'est la coordination avec les différents intervenants de la chaîne transactionnelle. Donc, on a parlé de la responsabilisation des opérateurs de communication électronique. Elle est très importante, en passant par les établissements de paiement et de monnaie électronique, leurs agents. Mais tout ça fait que aujourd'hui, on a besoin d'inventer la manière dont tous ces acteurs vont coopérer. Il y a bien sûr des bases déjà, mais si la responsabilité des banques sur la fraude doit être étendue, alors il faut probablement aller plus loin et dans la définition et prendre le temps d'établir des règles de coopération qui soient très claires et des responsabilités qui soient très claires. Enfin, Maïan en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà, il faut vraiment attribuer les bonnes responsabilités aux bons acteurs, et ça prend du temps de le faire.
Donc c'est pour ça que nous, on est plutôt en faveur d'un décalage du calendrier, pas parce qu'on ne veut pas travailler, mais parce qu'on pense qu'il faut le temps d'instruire les choses de manière... il faut qu'on se donne le temps. Et donc, ma dernière slide sera sur la stratégie de modération. Alors, là-dessus, on voit deux grands axes. D'une part, dans la phase d'élaboration du texte et des normes techniques réglementaires. Alors, c'est vrai que quand on avait fait le bilan de la DSP2, quand on avait contribué au bilan de la DSP2 avec la FBF, on avait dit, pour la DSP3, quelque chose qui est très, très important pour, quelque part, éviter les points douloureux de la DSP2, c'est de réaliser des études d'impact. Quand on veut faire quelque chose, OK, très bien, quand est-ce qu'on regarde la partie chiffrée? Et aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas beaucoup fait. Or, c'est quelque chose qui est quand même important dès lors qu'on décide d'attribuer des ressources économiques. Ensuite, c'est le fait d'évaluer la viabilité des dispositions qui sont transsectorielles proposées. En disant, quand on parle de coopération avec les opérateurs de communication électronique, ça veut dire quoi? Ça se fait à quelle vitesse? Et est-ce que c'est juste de nous transférer toute la responsabilité des fraudes liées à l'usurpation d'identité, quelle que soit l'entité privée ou publique, parce que c'est ça que défend la version du Parlement, ça va dépendre quelque part des dispositions qui vont nous permettre de le faire ou pas. Et donc ça, là aussi, c'est quelque chose qui demande de se donner le temps. Alors, dans la phase de mise en œuvre, donc vous savez que les règlements sont d'application immédiate. Néanmoins, l'expérience nous montre qu'il y a des questions qui vont inévitablement se poser et qu'on aura des dispositions qui auront besoin d'être interprétées. Et donc, ça suppose une coopération agile entre l'autorité bancaire européenne, les superviseurs des États membres et les acteurs des chaînes de paiement. Et je crois que côté règlement IP, il y a déjà des questions qui se posent, et notamment pour le service en fait de confirmation d'IBAN. Il y a un certain nombre de choses qui ont besoin d'être précisées, même si c'est un règlement. Voilà. Et donc cette partie-là, elle me paraît extrêmement importante. Voilà, donc tout ça pour dire qu'un calendrier qui bouge, ça peut être plutôt bon signe, ça veut dire qu'on se pose les bonnes questions, et c'est quelque part un enjeu qui est collectif pour quelque part le fonctionnement efficace de l'industrie des paiements. Merci à tous les trois pour vos interventions très intéressantes. Donc maintenant, je vous propose de débattre sur ce sujet, donc de quel partage des données entre établissements financiers. Et à l'écoute de vos présentations, il y a certains thèmes que je voudrais qu'on approfondisse. Tout d'abord, la directive en elle-même, donc la DSP3, le sujet de la fraude, du partage des données, bien évidemment, et puis ensuite l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, si vous me permettez, Manuel, j'aimerais commencer par vous poser une question sur justement le calendrier. Du point de vue des banques, quels sont les ingrédients qui permettent que l'établissement d'un calendrier performant de la DSP3? Parce que vous avez dit que voilà, c'était plutôt bien de le décaler, ça pouvait être bien de le décaler. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, fera qu'il sera performant? Alors, je pense que par définition, quand on doit faire un calendrier, est toujours trop juste. Néanmoins, ce qui me paraît très important, c'est de prendre le temps d'instruire les points qui sont critiques, en fait. Et c'est vrai que là, on a un petit peu un focus sur le partage des données, et donc il y a très régulièrement un débat sur est-ce que l'IBAN est une donnée sensible ou pas. Le nom, quand on échange des noms, est-ce qu'on peut... et nous, ce qui nous paraît très, très important, c'est effectivement de travailler à œuvrer à un cadre qui soit protecteur pour l'échange de données. Et ça se fait effectivement en posant des règles qui sont claires, qui sont protectrices. Et ça passe par ne pas exempter certains acteurs
par exemple, dans le cadre de questions industrielles. Mais plus globalement, le point, c'est de prendre... Enfin, la DSP3 est très riche, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'open banking, il y a des données sur la fraude, il y a l'agrément des établissements de paiement, enfin, c'est très, très riche, un texte très, très complet. Et pour chacun de ces sujets, il faut prendre le temps d'une instruction. Et ce qui est compliqué, c'est de prendre le temps d'une instruction qui soit aussi proactive, c'est-à-dire dans le futur, comment ça peut marcher, et qui soit suffisamment précise pour que, effectivement, on puisse arriver à des résultats satisfaisants. Oui. Et Julien, d'un point de vue régulateur Banque de France, est-ce que vous comprenez justement ce point de vue, ou quelle est votre position? Alors, là-dessus, il y a deux choses. Si on parle effectivement d'échange de données, de protection, il y a un certain nombre d'attentes qui ont déjà été formulées par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, à considérer que toute donnée qui peut être détournée à des fins de fraude, même si elle n'a pas un caractère qui semble intrinsèquement sensible, doit faire l'objet d'une attention particulière. Enfin, d'ailleurs, ça va au-delà des PSP, puisqu'on recommande aussi aux entreprises qui payent des salaires que les IBAN de leurs salariés se baladent pas dans la nature. C'est des choses assez élémentaires de ce type-là. Et quand on se projette sur la mise en conformité des établissements à la DSP3, je pense que les fondamentaux des établissements en matière de gestion des données et de traitement sont très bons. Alors, ils sont très bons au niveau des banques. Après, il y a une difficulté qui est quid des autres acteurs de la chaîne des paiements. Je peux comprendre qu'il peut y avoir des interrogations, par exemple, sur ce que font les établissements de paiement, de monnaie électronique, les initiateurs de paiement. Tout ça, ça reste des acteurs agréés qui sont quand même sujets à un certain nombre de contrôles préalables. Nous, on disait que leur contrat, quand c'est du cloud avec Amazon, pour avoir le type de sécurité auquel ils ont souscrit, et ce genre de choses. Il n'empêche que le traitement de la chaîne des paiements, par exemple, sur la carte, ça transite par tout un tas d'acteurs non régulés, des prestataires d'acceptation de transactions, des concentrateurs, des objets un petit peu bizarres, avec de plus en plus d'intermédiaires à droite à gauche, qui sont censés respecter un certain nombre de standards, puisque s'ils ne les respectent pas, finalement, la banque qui a pu déléguer à son prestataire est prise en défaut de ses obligations réglementaires. Et donc, il y a quelque part, derrière l'ensemble des établissements régulés aujourd'hui par la DSP2, tout un tas d'opérateurs sur lesquels il y a une vraie attention à porter. Quand on se projette de faire la DSP3, il ne faut pas se dire c'est juste les PSP qui vont faire et ça va bien se passer. Si on n'est pas capable de contrôler ce qui se passe de bout en bout sur les données, sur les flux, eh bien on aura raté quelque chose. Et ces acteurs-là, ils sont essentiels. On l'a vu quand on s'est mis en conformité à la DSP2. On a commencé en échangeant juste avec les commerçants et les banques, les réseaux de paiement par carte, et puis on s'est rendu compte qu'il manquait plein de monde autour de la table. Oui. Alors justement, Emmanuel, du point de vue des banques, la mise en responsabilité des opérateurs de communication électronique vous paraît-elle une bonne chose? Alors, c'est un élément très positif, parce qu'effectivement, si demain on a dès lors qu'ils interviennent quelque part dans la chaîne transactionnelle, soit parce que un fraudeur peut usurper un numéro de téléphone ou peut quelque part créer un faux site. Enfin, ces opérateurs ont évidemment une responsabilité, donc ça me paraît très bien. L'enjeu, enfin, ce qui me chiffonne un tout petit peu là dans la version qui a été proposée par le Parlement, c'est que la responsabilité des banques a été étendue, quelle que soit l'entité concernée. C'est-à-dire que si un fraudeur usurpe l'identité d'une entité publique ou privée, alors si l'utilisateur de services de paiement est un consommateur, la banque doit rembourser. Et ça nous pose problème. Alors, je vais prendre un exemple très concret dans l'actualité. Vous êtes tous au courant que les deux prestataires, en fait, les numéros de sécurité sociale de 33 millions de Français, voilà, quelque part, ont été pas suffisamment sécurisés, et du coup, on a commencé à avoir des fraudes par usurpation d'identité utilisant ces numéros. La question, c'est de dire, demain, il y a aussi un enjeu sur la sécurisation. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, en raison d'un défaut de sécurité, ce seraient les banques qui paieraient parce que des fraudeurs ont pu avoir accès à ces données? Voilà. Et donc, quand on parle oui, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Et quelque part, il faut s'assurer de mettre les bonnes responsabilités face aux bons acteurs. Après, là-dessus,
Alors, je ne veux pas devenir aussi pessimiste que les gens de l'ANSSI ou de cybermalveillance, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à nous faire un petit peu peur, mais il faut reconnaître qu'on a mis dans les mains des consommateurs et des entreprises des moyens de payer sur Internet, qui est aujourd'hui un environnement numérique de la communication au sens large, où vous ne pouvez pas faire confiance aux mails que vous recevez, parce que c'est très facile de masquer les informations sur l'émetteur réel. Vous ne pouvez pas faire confiance aux SMS que vous recevez, parce que là aussi, l'origine n'est jamais assurée. Les réseaux sociaux, c'est pas mieux. Et on a découvert finalement un peu sur le tard que finalement même la ligne téléphonique à laquelle on faisait confiance depuis toujours, et bien finalement avec la téléphonie sur IP, ça devient très facile de faire ce qu'on appelle du spoofing, du masquage de numéros. Alors là-dedans, dans cet environnement qui manque un petit peu de confiance, effectivement, les établissements bancaires, mais les prestataires de services de paiement au sens large d'ailleurs, les schemes, sont devenus quelque part un petit îlot de sécurité parce qu'effectivement, ce qu'ils traitent, eux, c'est de la donnée vraie, c'est de la donnée sécurisée avec tout un tas de mécanismes. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va étendre ça pour que finalement les autres contributeurs au paiement qui interviennent dans tout cela puissent nous apporter le même niveau de sécurité. Et là-dessus, je tiens à signaler quand même qu'il y a des projets très encourageants qui sont réalisés avec une bonne volonté de l'ensemble des acteurs concernés. Sur la sphère généraliste, je pense qu'il y a encore des choses à attendre sur les technologies de type identité électronique, signature électronique, parce qu'on va avoir quelque part une forme de supplétif ou de complément à la sécurité apportée par les banques, à l'authentification forte, qui va faciliter, sécuriser des entrées en relation, voire des transferts de moyens d'authentification. À un moment où l'utilisateur n'a plus de moyens de s'authentifier, s'il peut faire appel à une identité électronique régalienne reconnue, finalement, ce que la banque n'arrive pas à apporter momentanément, l'État pourra le faire, ou vice-versa. Et puis, dans le domaine de la communication, je sais que c'est un point d'attention, j'ai bien entendu Maya Attig et ça ne m'a pas surpris. Là aussi, on travaille avec la Fédération française des télécoms, on travaille avec l'ARCEP, on va vers une authentification des numéros d'appelant. Donc, quand vous verrez un numéro qui s'affiche, vous aurez un niveau de certitude beaucoup plus élevé, quelque part vers le 3e, 4e trimestre de cette année, par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez finalement un niveau de confiance qui est finalement très, très faible. Pareil pour les SMS, où il y a un gros travail qui a été fait par les opérateurs pour nettoyer les mauvaises pratiques, les SMS reçus d'Amélie qui vous parle de renouvellement de la carte vitale. Alors celui-là, ça a été bon, c'était il y a 18 mois. Il y a des millions de Français qui ont filé tout un tas d'informations bancaires lors de ce smishing de masse. Voilà, donc la confiance, elle n'est pas encore là dans la sphère numérique, mais il y a un certain nombre d'acteurs qui y travaillent et c'est important qu'on entretienne, par exemple à l'Observatoire, ce dialogue entre profession bancaire, telco et puis d'autres acteurs qui contribuent à la sécurité de tout ça. Très bien, merci. Et si vous me permettez, parce que Emmanuel, vous nous avez parlé des articles tout à l'heure de la DSP3, est-ce que quels sont selon vous les points de difficulté dans l'instruction des dispositions de la DSP3? Donc il y a ce fameux article 59 là sur l'usurpation d'identité. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est le point principal selon vous? Alors non, c'est pas le seul, ouais. Mais c'est ça qui fait. C'est pour ça que c'est intéressant parce que quelque part on est en train de construire, voilà, le monde des paiements dans le monde de demain. Donc c'est normal que ce soit pas le seul. Mais effectivement, mon message ce serait vraiment de prendre le temps d'instruire en fait les obligations qui vont peser sur les banques et sur les acteurs qui interviennent dans la chaîne transactionnelle, mais de le faire de manière suffisamment détaillée. Et là, c'est vrai qu'on a été très vite. C'est-à-dire qu'il y a eu la proposition de la Commission européenne le 28 juin. On a eu une extension de responsabilité le mi-février, voilà, le 14 février, je crois, c'était la Saint-Valentin, bon. Et ensuite, et donc à partir de là, il faut que les choses s'organisent. C'est-à-dire qu'en l'état, ce serait pas quelque part très juste si les choses ne sont pas organisées. Donc c'est là où il faut dire, très bien, ça veut dire quoi une coopération avec les opérateurs télécoms, comment ça marche, si ça marche pas, comment on fait, voilà. Et donc il y a tout un tas de choses qui ont besoin d'être précisées. Très bien, merci. Maintenant, pour parler un petit peu du sujet sur la fraude, Madame Attig en a parlé, vous en avez parlé, Monsieur Lassalle. Quelles sont, selon vous, les grandes tendances sur la fraude post-Covid, en fait, post-DSP2? Oui, alors ce qui est frappant après, avec quelques années de recul en post-DSP2, c'est que la fraude s'est engouffrée là où il y avait des angles morts dans la DSP2. Alors, elle s'est engouffrée, premier pilier, mais ça n'a rien à voir avec la DSP2, c'est le chèque. Mais ça ne coûte rien d'en parler parce qu'effectivement,
le moyen de paiement papier n'étant pas couvert par la DSP2 de toute façon, et on avait peu d'espoir d'une amélioration sur ce front-là. Et c'est vrai que ça reste le moyen de paiement préféré des fraudeurs, entre guillemets, parce que ancien, papier, sans mécanisme d'authentification en ligne, ce genre de choses. Donc bon, ça c'est un îlot auquel la DSP3 ne changera pas grand-chose non plus. Mais les pouvoirs publics français, l'Observatoire s'y attaque fort heureusement. Sur les paiements électroniques, alors effectivement, les fraudeurs ont bien constaté que c'était très compliqué d'attaquer techniquement les mécanismes d'authentification modernes, la capacité de scoring des banques. Donc, ils sont allés attaquer le maillon faible, le porteur, avec des techniques de manipulation. Mais le développement de ce type de fraude, certes, il progresse, mais vous avez pu noter sur le graphique que j'ai présenté que c'est une progression dans un marché de la fraude qui reste orienté à la baisse proportionnellement. Donc, globalement, les fraudeurs sont obligés quand même de faire beaucoup d'efforts, plus qu'avant, pour finalement un chiffre d'affaires qui reste plus faible. Et pour en venir au dernier point, c'est les angles morts. En fait, on a aujourd'hui des proportions de fraude très élevées sur les transactions... alors, ça va être de l'anglais du coup. Ce qu'on appelle les MIT et les motos. Les transactions émises par le bénéficiaire du paiement pour les paiements par carte. Ça, c'est les MIT, Merchant Initiated Transactions. Et les motos qui sont les ordres de paiement passés par support papier ou un numéro de carte collé dans un email ou sur un fax. Alors, les fax, ça n'existe plus trop, mais ça existait. Oui, mon notaire m'en a parlé d'ailleurs. Voilà, exactement. Et ces paiements-là, ils ont un avantage, c'est qu'ils génèrent un bruit médiatique finalement assez modeste parce qu'il est très difficile de démontrer que le paiement a été autorisé. Donc là-dessus, je n'ai pas trop d'angoisse sur le fait que les banques prennent très bien en charge les demandes de remboursement de leurs clients. Il n'empêche que les fraudeurs ont bien compris que faire du paiement fractionné, puis finalement ne payer que la première occurrence, et puis contester les occurrences suivantes parce qu'il n'y a pas d'authentification forte, identifier des marchands qui ont des pratiques un peu louches. Quand le paiement passe pas en exemption, ben le marchand va la requalifier en MIT et la remettre dans les circuits, et puis là-dessus, il n'y a pas de mécanisme de rejet des transactions qui existe. Des sites de réservation de voyage où vous faites une authentification forte au début et puis finalement le site, la centrale de réservation, imprime tout ça, colle tout ça dans un mail ou sur un fax et l'envoie à l'hôtelier. Donc la sécurité est perdue dans ce transfert d'informations de paiement sensibles. Tout ça, c'est des petits îlots qui ne sont en fait pas couverts par la DSP2 parce que la DSP2 ne visait que les paiements électroniques émis par le payeur. Là, c'est une attente que l'on a effectivement vis-à-vis de la DSP3, de couvrir ces angles morts, donc de sécuriser les opérations qui s'apparentent à des prélèvements, de trouver des solutions techniques supplémentaires pour sécuriser ces quelques paiements qui, objectivement, ne pèsent pas grand-chose dans les flux, par contre, ont un poids dans la fraude qui est complètement disproportionné. Oui, ben, les banques font énormément d'efforts de sensibilisation, enfin, le groupe Société Générale comme les autres, c'est vrai que vous faites énormément d'efforts dans ce sens et ça permet aussi d'éduquer les clients finaux sur ce type de fraude. C'est vrai qu'elles sont finalement, comme vous dites, Julien, très récentes et peu connues en fait par les clients. On peut peut-être... Emmanuel, c'est vrai que vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant des constructeurs, et puis Madame Attig en a parlé aussi. Finalement, ils sont exclus en fait de la DSP3, ou en fait il y a quand même des discussions. Comment ça se passe avec les constructeurs de téléphonie mobile? Alors c'est une bonne question. C'est un sujet très technique. Effectivement, je crois que c'est l'article 88 qui voilà, impose à ces constructeurs mobiles de permettre en fait au PSP de stocker des éléments logiciels ou matériels, pour dire hardware, et ça afin quelque part de... Alors, il y a plusieurs ambitions derrière. C'est-à-dire que l'ambition qui est énoncée dans le texte est de permettre des transactions offline aussi, et puis de faire en sorte que certains acteurs ne s'arrogent pas un monopole. Donc d'ouvrir un petit peu cet aspect-là. Alors là-dessus, nous on voit deux enjeux derrière ça. Alors sur le paiement par mobile en tant que tel, c'est vrai que alors c'est pas directement lié.
même si on voit que le taux de fraude sur les paiements mobiles de proximité de mémoire est 3 fois plus élevé quand il n'y a pas de mobile que sur le paiement par carte de proximité. Et ça, c'est pas tellement lié à des problèmes logiciels, c'est plus un problème d'enrôlement de la carte frauduleux. Mais la question qui va se poser, c'est effectivement si on utilise demain ces terminaux mobiles comme des solutions d'acceptation, il y a effectivement tout un champ à investiguer. Et ça va être un des enjeux aussi d'instruire ce volet-là dans la DSP3. Oui, et Julien, vous avez dit que vous aviez des discussions avec les opérateurs télécoms, et comment ça se passe avec les constructeurs américains, chinois? C'est peut-être plus compliqué là de pouvoir discuter avec eux. Alors, tout à fait, c'est un très bon sujet. En pratique, avec un acteur comme Apple, dont on avait à l'époque noté le lancement d'Apple Pay. Aujourd'hui, on note le lancement de l'acceptation sur tablette. C'est un acteur facile à identifier, dont on connaît le pouvoir de traction sur le marché. Et c'est un acteur qu'on a été amené, nous, Banque de France, à convoquer pour avoir des explications. On l'avait fait pour le lancement d'Apple Pay il y a quelques années de ça. Et aujourd'hui, c'est Apple qui est venu, anticipant la chose, venir nous présenter la technologie associée à son service d'acceptation. Donc, quand on a un acteur comme ça, bien identifié, avec lequel on peut échanger, on peut poser des questions techniques, ça a un côté rassurant pour nous, d'autant plus qu'on se doute quelque part que dans la négociation entre Apple et un PSP, le pouvoir de négociation du prestataire de services de paiement, même quand c'est une grande banque, n'est pas forcément aussi fort que ce qu'aimerait la réglementation. Puisque quand un établissement délègue l'authentification forte à un mobile Apple, normalement, c'est l'établissement qui reste responsable de l'authentification, donc devrait être capable de juger du niveau exact de sécurité de cette solution, devrait pouvoir l'améliorer, faire des audits, ce genre de choses. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de banques qui aujourd'hui fassent des audits de la technologie d'Apple dans ses locaux en Californie, ce genre de choses. Donc, on a une asymétrie de marché sur ce type d'acteurs. Et donc, c'est important aussi que nous, régulateurs, on soit en capacité d'aller échanger. On a échangé avec Apple, on a échangé avec Samsung. Là où ça devient très compliqué, c'est quand on commence à aller vers de l'externalisation de l'authentification forte vers les solutions biométriques au sens large sous Android, où vraisemblablement on se retrouve face à une myriade de constructeurs. Je pense qu'il n'y a pas grand monde en capacité d'aller juger si tel téléphone chinois présente réellement un niveau de sécurité de ses capteurs biométriques équivalent à celui d'un autre. Et donc, dans cette jungle-là, il est important que les établissements bancaires qui s'appuient sur de la biométrie pour leur authentification, par exemple, soient capables de faire du monitoring relativement poussé pour identifier que finalement, si toute une famille de téléphones pose un vrai problème en termes de sécurité, empêcher les utilisateurs de ces terminaux-là d'utiliser l'authentification biométrique. C'est pas juste une question de version d'Android. Ça, c'est simpliste. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir un Android très poussé avec finalement une biométrie qui ne vaut pas grand-chose parce que le capteur est de piètre qualité. Et à l'inverse, finalement, peut-être des vieilles versions d'Android extrêmement résilientes. Et donc, là, on a l'habitude sur les terminaux de paiement à avoir une approche par version. On sait bien qu'à partir de telle version, on sait faire telle chose en termes de sécurité. Dans le monde du mobile, c'est un petit peu le Far West. Et il n'appartient pas aux établissements ni aux régulateurs des paiements de faire la police. Même l'ARCEP, régulateur des télécoms, en serait bien incapable. Par contre, il y a une responsabilité des établissements d'être capable de piloter cela et quand on voit des dérives sur certaines familles de terminaux, et bien de pouvoir dire stop. Là, je ne fais plus confiance à ces terminaux-là pour un certain nombre de services, que ce soit l'acceptation de la biométrie, par exemple, et de pouvoir le couper. Et nous, en tant que régulateurs, notre mission, c'est de veiller à ce que cette diligence-là, les banques s'efforcent de le faire du mieux qu'elles le peuvent, parce que c'est effectivement un grand Far West. Oui, tout à fait. Merci, c'est effectivement très intéressant. Quand on parle de fraude et de lutte contre la fraude, aujourd'hui, c'est sûr que l'intelligence artificielle est un outil qui va nous permettre de pouvoir faire des progrès et de mieux détecter, mieux appréhender les nouvelles typologies de fraude auxquelles on fait face. Richard, selon toi, justement, quel type d'innovation en termes d'intelligence artificielle peut nous aider à répondre à ces exigences de la DSP3 ? Alors déjà, je dirais de quelle IA parle-t-on ? Et
et de quelles données nourrissons-nous cette IA? On reviendra peut-être sur la partie données, justement, que peut potentiellement libérer DSP3, donc favoriser la libération de l'analyse. En typologie, la grande tendance que l'on peut voir en termes de typologie de détection de fraude, c'est le temps réel, déjà. D'aller vraiment vers cette tendance et moins dans de l'opération plus en back-office, je veux dire, régulée. Alors, ça a une vraie contrainte technologique, bien entendu, une de plus, je dirais, avec DSP3, mais bien d'aller dans l'analyse de ces transactions en temps réel. La capacité de l'IA à ingurgiter très vite de l'information et de pouvoir modéliser, détecter un comportement de fraude, donc aller vers une réactivité supérieure. Donc ça implique bien sûr encore une surenchère technologique si on raisonne sur cet aspect. Mais la promesse de valeur, c'est bien d'aller dans la détection d'anomalies très fines d'une certaine manière, parce que en exploitant de la donnée parfois plus classiquement, on est très vite limité en fait par rapport au champ des possibles d'exploitation, et donc la partie données, l'ouverture aux données autres que la partie transaction classique peut offrir pas mal de possibilités. Le device, par exemple, fait partie de ces promesses. Sur la partie analyse comportementale, par exemple, peut très bien intégrer certaines variables exogènes, je dirais, type la vitesse de navigation, de frappe sur un clavier et autres, qui peuvent enrichir également ces différents scénarios de fraude. C'est aussi multiplié via l'IA l'ensemble des possibles. Plus de données, plus de puissance informatique pour traiter ces informations. Donc, c'est d'avoir une multiplicité de typologies à avoir. Ça avait été dit en introduction par Maya, les comportements de fraude évoluent très vite. Et une des promesses de DSP3, c'est justement ce partage des données. Et le sujet a été évoqué quant au potentiel partage des modèles entre établissements. Ça, c'est un point qui est aussi très important, c'est de pouvoir anticiper. On a accès au transactionnel à travers on fait le forecast, l'analyse prévisionnelle de nouvelles typologies de fraude, et d'être encore plus réactif, beaucoup plus vite sur ces aspects. Quant à l'identification biométrique, elle a été citée, c'est un facteur qui peut être clé rien que par l'IA, par la reconnaissance biométrique, quitte à potentiellement intégrer certaines informations supplémentaires dans le contexte. Mais en termes à retenir, c'est surtout aller vers cette dynamique de temps réel. On est dans la course à la technologie. Est-ce que les systèmes d'information internes peuvent réagir aussi vite? C'est une vraie question que je pense que posent les organisations. On a soulevé le sujet du cloud tout à l'heure, et les mouvements vers les cloud providers ne sont pas si simples. C'est pas naturel pour surtout cloud externe, pour l'ensemble des raisons réglementaires que l'on connaît ici. Donc, 2 poids 2 mesures. Vraie promesse de valeur d'un point de vue détection de fraude, contraintes technologiques certainement à reconsidérer. Et vous aviez évoqué cette question de bien considérer l'ensemble des problèmes et ne plus le voir sous un prise d'un seul cas d'usage, si je caricature, mais de s'approprier l'ensemble des possibles. Et en typologie de fraude, en IA, c'est aussi s'approprier différentes typologies de modélisation pour raisonner sur son système d'information et sa performance. Et là, est-ce que serons-nous tous au rendez-vous? Pour un exemple, déjà, je pense que pour développer une API ces dernières années dans le contexte des SP2, une API a pris de longs mois, je pense, pour beaucoup d'organisations. Tendre vers cette promesse technologique, oui, l'IA peut le faire, mais à quel prix? Oui. Et justement, la donnée, là, elle est clé. Tu disais effectivement la donnée en temps réel. Comment tu vois la gestion de la donnée, le data management évoluer justement par rapport à toutes ces nouvelles exigences réglementaires et liées aux nouvelles typologies de fraude qu'on vit actuellement? Donc il y a le temps, mais il n'y a pas que ça. En fait. Alors, dans la majorité des projets de modélisation, il est vrai qu'un des facteurs bloquants,
qui revient en numéro 1, c'est la qualité de l'information. Et c'est plus un scoop pour personne. Le sujet de la gouvernance de la data dans les entreprises est un sujet clé, même s'il est moins glamour que la partie IA on top, mais ça reste un vrai sujet d'entreprise, d'organisation, de RIA, de process. Tous les métiers sont évidemment concernés. Donc, ce sujet reste clé, notamment pour le partage interbancaire, parce que quelle information allons-nous partager entre acteurs bancaires? Y a-t-il des standards? Vous aviez évoqué la question des standards sur les API, sur les données à mettre. Pour l'instant, il n'y a pas encore de convergence sur ces sujets. Par contre, alors la bonne nouvelle en termes de données, c'est l'extension, on le disait précédemment, du périmètre de données pouvant être disponibles. On va au-delà des simples données de paiement, l'expansion à d'autres données financières, donc tout ce qui enrichit l'IA d'une certaine manière peut être évidemment bénéfique. Autre impact en termes de données, si on monte en gamme sur cet aspect, c'est bien sûr quelle sécurisation du système d'information et de voir même des transactions inter-établissements et avec les PSP. Le sujet de la cyber security est toujours clé. Par contre, DSP3, peut-être bonne nouvelle, peut initier ou introduire la notion de modèle de compensation en fait pour le partage de données, ce qui est néanmoins un sujet d'intérêt, parce qu'il donne la possibilité aux banques et assureurs de réclamer une compensation pour la mise à disposition et le partage de ces différentes données. Alors ça, de mémoire, je crois que c'est plus dans FIDA. Parce que la DSP3, c'est toujours gratuit, voilà, donc c'est un autre problème. Et nous, on pense que justement, dans la négociation du calendrier, et parce que justement, c'est important de travailler sur des cas d'usage qui sont précis, et de dire on ne confond pas un service à un client bancaire avec un service pour un marchand qui nécessite des fonctionnalités différentes, on pense que ce serait une évolution qui serait bienvenue, de dire très bien, vous voulez là, tout ce qui est dans les articles 36, 44, les établissements pour qui c'est pertinent de le faire, ils vont le faire, mais moyennant compensation. Et on ne comprendrait pas que ça ne soit pas le cas. Voilà. Justement, je reviens sur le partage des données. Au niveau de la Banque de France, vous avez mis en place des groupes de travail justement sur ces sujets-là. Madame Mathilde disait tout à l'heure qui peut le faire, comment, etc. Est-ce que quand même vous avez commencé un petit peu à réfléchir avec peut-être les banques, qui peut le faire, ou est-ce qu'il y a déjà peut-être une manne de données disponible quelque part? On se doute bien qu'il y a des endroits où il y a quand même des données déjà intéressantes qui peuvent être utilisées. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Julien, s'il vous plaît? Alors, on a déjà un petit peu d'expérience en la matière, puisque par exemple, on a un fichier national d'échecs irréguliers, un fichier central d'échecs qui existe depuis des décennies à la Banque de France, qui sont des outils de lutte contre la fraude où on prend les données individuelles des établissements et on les restitue aux autres. Dans le cadre des SP3, la question c'est quelle valeur ajoutée on peut tirer d'un partage de données entre établissements par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Finalement, ce qu'on sait faire aujourd'hui, je pense qu'il y a un modèle que tout le monde a en tête, c'est les réseaux de paiement par carte. Puisque la cinématique des cartes est telle, avec des flux d'aller-retour, de l'authentification, de l'autorisation, enfin, une grande complexité avec une centralisation par les opérateurs des réseaux de paiement par carte, qui font que finalement, on a été capable, dans le cas de la DSP2, d'enrichir les informations fournies qui ont permis d'alimenter des bases de scoring. Et typiquement, le protocole 3D Secure version 2, c'est une belle réussite, puisque au travers de ce protocole, un commerçant peut demander une exemption, tout en fournissant tout un tas d'informations à l'appui en disant « c'est mon client habituel, il habite à tel endroit, il se fait livrer chez lui », et ainsi de suite. Il passe sa commande depuis son ordinateur habituel, ce qui permet à l'autre bout du téléphone, à la banque qui doit prendre la décision « j'exempte pas, je suis un petit peu inquiet sur le niveau de risque », d'être rassuré et de pouvoir valider un paiement sans authentification, ou au contraire d'utiliser ce même protocole en retour pour lui dire « ces éléments ne me semblent pas suffisamment convaincants, j'aimerais quand même avoir une authentification forte ». Et tout ça sans créer, du point de vue du client, de la latence, de la friction. C'est des décisions qui sont prises rapidement avec des moteurs modernes. Et la question, c'est, ce fonctionnement-là, est-ce qu'on est capable de l'étendre à d'autres moyens de paiement électronique, notamment
le virement, notamment les paiements en monnaie électronique, qui sont aussi des paiements extrêmement rapides, surtout le virement instantané, mais dans lesquels, aujourd'hui, on n'a pas d'infrastructure qui permette à la banque qui reçoit d'échanger des informations avec celle qui émet pour pouvoir lui dire « attention, là, il y a un risque » ou au contraire « attention, tout va bien ». Quand on regarde ça, on se dit « bon, il faut qu'on puisse permettre à l'établissement qui valide le paiement, qui prend le risque quelque part pour son client, d'avoir un minimum d'assurance ». Ça peut prendre plusieurs formes. Dans le cas du service d'initiation de paiement, on l'a dit, l'initiation de paiement, c'est souvent développé dans une logique de commerçant. Donc, c'est pas émettre un virement depuis une banque en ligne, c'est quelque chose de plus subtil que ça. Est-ce que le TPP a le moyen de communiquer à la banque des informations complémentaires pour la tranquilliser quelque part? Parce qu'on sait bien que voir un virement émis au travers d'un TPP, ça n'a rien de rassurant, c'est un acteur tiers, il ne connaît pas mon client, de quel droit quelque part il vient me demander de sortir des fonds pour le compte de mon client. D'ailleurs, est-ce qu'il est vraiment en relation avec mon client? Voilà. Là, l'échange d'informations prendrait tout son sens et il faut que les API permettent d'enrichir l'information disponible pour l'émetteur pour le rassurer. Sur le virement plus classique de compte à compte, l'information qui aurait de la valeur, c'est est-ce que le compte destinataire est connu pour de mauvaises raisons par d'autres établissements. IBAN, frauduleux ou douteux, ou alors on peut l'appeler comme on veut, mais du point de vue du RGPD, le choix de l'appellation derrière n'est pas forcément les mêmes implications. C'est quelque chose qu'on est en train de regarder, alors, dans une approche très expérimentale aujourd'hui, associant juste un nombre réduit de grands établissements bancaires, en faisant une expérimentation en se disant si toutes les banques nous avaient déclaré à nous, Banque de France, ces informations et si on les avait restituées aux autres banques, est-ce qu'on aurait arrêté de la fraude et à quel niveau? C'est ça, un fichier des fraudes, des IBAN frauduleux, voilà, quelque part. C'est un travail en cours, c'est un travail qu'on a évoqué brièvement à l'Observatoire. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire ça va se faire, ça ne va pas se faire, ça permet d'éviter 5% de la fraude, 10%, 20% de la fraude. C'est un travail d'analyse de données en chambre noire, en quelque sorte, puisque l'IBAN, c'est une donnée personnelle. On a fait une déclaration à la CNIL, on a présenté le dossier à la CNIL, d'ailleurs, pour être sûr qu'on n'a pas d'ennui avec ça. Et aujourd'hui, dans le cadre législatif français, on ne serait pas en mesure de mettre en place ce dispositif sans une nouvelle loi qui dit la Banque de France tient un registre des IBAN douteux au même titre qu'elle tient un registre des chèques irréguliers. Donc ça, c'est une réflexion sur laquelle on est concentré aujourd'hui et on espère pouvoir donner un petit peu de visibilité à l'ensemble du marché, notamment dans les prochaines échéances de l'Observatoire. Et puis, il y a un dernier sujet qui n'est pas dans le titre ici, c'est aussi est-ce qu'on ne peut pas partager des données entre établissements financiers et autres acteurs. Et on parle beaucoup des opérateurs de téléphonie, mais finalement, on a commencé à se projeter dans cette logique-là. Par exemple, aujourd'hui, il y a une API développée par les opérateurs de télécom, interopérateurs, qui permet de poser la question, moi j'authentifie mon client avec des codes envoyés par SMS, et bien en fait aujourd'hui je peux interroger l'opérateur pour savoir s'il y a eu une réémission récente de carte SIM sur cette ligne-là. Parce que, vous savez, la technique du SIM swapping, c'est le fraudeur se fait remettre une carte SIM sur la ligne de sa victime et reçoit les SMS d'authentification à la place de la victime. Eh bien, pour une banque qui authentifie en partie par du SMS, parce que c'est qu'un facteur d'authentification alors qu'il en faut deux, qui voit un paiement atypique sécurisé par SMS et à qui les opérateurs téléphoniques répondent attention, il y a une carte SIM qui vient d'être réémise sur cette ligne-là, c'est un facteur aggravant en termes de perception du risque. Et donc là, la banque peut éventuellement se dire ah ben si c'est ça, j'arrête. Et donc on a un moteur de scoring qui sera alimenté par un opérateur de téléphonie. L'étape suivante là-dedans, c'est peut-être se poser la question est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir une API des telcos qui permettent de savoir si le client est au téléphone au moment où il valide sa transaction? Ça existe dans certains pays, notamment au Royaume-Uni. Eh bien, c'est une piste sur laquelle on va réfléchir. On réfléchit avec les opérateurs téléphoniques parce qu'effectivement, dans tous les cas de manipulation en direct, eh bien, il y a quand même un facteur assez étonnant, c'est que quelqu'un est en train d'authentifier une transaction tout en passant un appel téléphonique, ce que personne ne fait quand vous faites du e-commerce, hein, ou alors vous êtes au téléphone avec votre belle-mère, ou je ne sais pas. Mais voilà, donc on peut aussi alimenter des moteurs de scoring avec des données qui viendraient d'un autre secteur partenaire et volontaire pour mettre à disposition des données, jamais gratuitement naturellement. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on doit regarder et c'est très prometteur, effectivement, pour continuer à fournir des données de qualité à des moteurs de scoring. Oui, c'est intéressant. Il y a un autre sujet qu'on avait évoqué quand on a préparé ensemble avec
avec Emmanuel, c'est l'EBA qui doit publier des guidelines sur les outils de monitoring. Donc c'est l'article 89.1. Est-ce que finalement c'est pas super contraignant en fait cet article? Alors, il y a un process, c'est-à-dire qu'effectivement, avant de publier ces RTS, alors il peut y avoir consultation ou pas, enfin il peut y avoir des phases alors parce que c'est guidelines ou RTS, enfin non, je crois que c'est une RTS, je crois que c'est une RTS, c'est une RTS, pas une guidelines, c'est une RTS, c'est une norme technique réglementaire. Donc ça veut dire qu'effectivement là on va se laisser un peu de temps parce que ça va pas arriver tout de suite, c'est des choses qui vont être alors, de manière générale, enfin, il y a du pour et du contre. Le contre, c'est qu'effectivement, une fois que c'est écrit, voilà, voilà, l'autorité bancaire européenne, et parfois ça peut arriver à mal calibrer certains points, etc., ça va être contraignant, ça c'est certain. Après, le fait de ne pas le faire, ça voudrait dire que on peut permettre à des établissements, à des PSP, d'avoir peut-être des modèles un peu moins robustes. Et ça, voilà, voilà, ça. Oui, ça c'est peut-être des pistes de réflexion. Enfin, je ne sais pas ce que Monsieur Lassalle en pense, mais. Là-dessus, il faut juste rappeler que dans la DSP2, il y a un mécanisme un peu frustre, peut-être, qui a été introduit par les RTS sur l'authentification forte, qui dit effectivement les établissements doivent veiller à mesurer leur taux de fraude à une fréquence qui n'était d'ailleurs pas définie, donc il a fallu un Q&A de l'EBR derrière pour... c'est la preuve qu'on est on était dans une réglementation un peu incrémentale quelque part, avec une directive, des textes qui ont précisé des choses, mais finalement pas tout, et puis qu'il a fallu encore derrière expliquer par une boîte un forum à questions en ligne. Donc on a aujourd'hui des bases très élémentaires qui disent il faut que le taux de fraude soit inférieur à tel niveau si vous voulez pouvoir faire des exemptions dans la tranche entre 100 et 250 €, et ainsi de suite. Et on demande aux établissements de veiller à ce que les taux de fraude soient inférieurs à des valeurs cibles qui sont dans une table collée en dur. Ce qui est quelque chose finalement d'un petit peu idiot, parce que si tout le monde venait à être plus performant que ça, on pourrait fixer les cibles plus bas pour continuer à inciter les établissements à aller vers encore moins de fraude. Donc je pense que ce qui essaye de corriger quelque part cet article, c'est d'aller vers des dispositifs qui sont peut-être plus évolutifs, plus intelligents, peut-être aussi en donnant plus de liberté aux établissements avec une logique qui soit non pas de moyens, en disant vous devez faire de telle façon, mais peut-être plus de résultats en disant il faut que vous arriviez à faire ça. Donc là aussi, beaucoup d'incertitudes qui entourent chacun des articles, hein, puisqu'il y a d'un côté le Conseil qui fait sa réflexion, de l'autre le Parlement avec des tonnes d'amendements. Il va falloir qu'on regarde très attentivement sur quoi on atterrit et qu'on atterrit sur quelque chose de viable. Un RTS, il y a forcément une consultation de marché. Nous-mêmes, côté Banque de France, on ira porter auprès de l'EBA nos revendications, nos positions quand on élaborera ces guidelines ou ces RTS. Et on ne va pas le faire juste sur notre idée à nous. Hein. Je pense que les établissements bancaires savent très bien qu'il y a toujours des consultations, des concertations de place. Et donc, il faut croiser les doigts pour que tout se passe au mieux. Oui, c'est ça. Très bien. Emmanuel, vous voulez rajouter ? Le seul risque, c'est que finalement, on arrive avec un modèle qui nous pose un petit peu problème et qu'on dise mais pourtant on l'avait dit. Enfin, voilà. Mais c'est pas. C'est le charme de la réglementation européenne. Si on n'écoutait qu'une seule des parties, quelle qu'elle soit, on aurait un texte nickel qui se tient, qui est cohérent. Comme on a un texte où chacun des pays met sa petite dose et qu'il faut donner raison un petit peu à tout le monde, forcément, l'arrivée est beaucoup plus bancale que chacune des propositions prises séparément. Et ça, c'est le jeu européen, il faut vivre avec. Très bien, peut-être pour conclure, je voudrais vous poser à tous les trois une question. Finalement, avec ces nouveaux enjeux réglementaires, et puis on va peut-être commencer par toi, Richard, est-ce que la DSP3 permet un ROI, si on peut parler de ROI supplémentaire, sur la data et sur l'IA ? Alors oui, via la promesse, les éléments de promesse de valeur évoqués. Après, l'IA ou les IA, n'oublions pas, il n'y a pas également son apport de valeur dans ce partage de données qu'on évoquait, mais également auprès des collaborateurs sur les processus métiers. Donc potentiellement aussi une promesse de valeur sous le prisme d'accélération technologique, comme on le soulignait,
pour les processus, pour les métiers, bien entendu. Donc, également, bon, on l'évoquait, renforcement des dispositifs de fraude et des capacités de typologie de lutte antifraude. Moi, je cherche à la gorge. Mais si on raisonne même aussi plus loin, c'est d'avoir aussi potentiellement une meilleure compréhension des mécanismes de fraude, c'est d'ouvrir aussi à l'extérieur, parce qu'on était trop centré sur le SI interne, sur la donnée dont on disposait, et c'est l'ouverture maintenant à tout un écosystème de données. Et on l'a vu en introduction, ces typologies les nouvelles typologies de fraude sont plutôt liées à des écosystèmes qui se mettent en place. Donc, c'est de répondre à cette promesse de valeur. Et donc de retour sur investissement. Et si on va dans cette logique autour de la connaissance de l'écosystème, c'est aussi aller vers une personnalisation, espérons-le, accrue de services à proposer aux différents clients. Je vais y arriver. Et le point de vue des banques, Emmanuel, sur les apports de la DSP3 ? Oui. Alors j'ai envie de dire, le match est en cours, hein, donc c'est un peu tôt là. Enfin, c'est justement, enfin, on voit bien les enjeux. Hein, encore une fois, enfin, pour reprendre les propos de Madame Attig, il y a un enjeu qui est de mettre les bonnes responsabilités face aux bons acteurs, et en se coordonnant avec des secteurs autres que ceux des paiements. Donc voilà, donc en fait, ça va dépendre du travail qu'on va faire là. Voilà. Donc, enfin, je vais pas dire suspense, mais voilà, c'est ça. Mais c'est de se dire, bon, bah, allons-y, quoi. C'est toujours quelque chose d'un petit peu délicat de parler de ROI d'une réglementation, même sur une qui porte sur la sécurité. Aujourd'hui, sans doute qu'on est capable d'estimer ce qu'a coûté la DSP2. Oui. Par contre, 220 millions d'euros. On serait bien incapable d'aller dire quel aurait été le niveau de fraude si la DSP2 n'avait pas existé. Exactement. Quelles auraient été les dérives liées à un web scrapping de masse. Est-ce qu'en n'adaptant pas leurs pratiques, les fraudeurs auraient pu générer plus de chiffres d'affaires par de l'industrialisation? Tout ça, c'est des questions auxquelles on n'aura jamais de réponse. Alors, une des facilités quand on est le régulateur en charge de la sécurité des paiements, c'est de dire la sécurité, ça n'a pas de prix. C'est pas tout à fait vrai. Et on sait qu'en sécurité, on peut en faire toujours plus jusqu'à rendre un moyen de paiement complètement impraticable, d'ailleurs, en plus de le rendre complètement hors de prix. Le ROI qu'on a gagné dans la DSP2, c'est d'être arrivé à renforcer ou maintenir un certain niveau de confiance. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous banquiers centraux. Confiance dans la monnaie, confiance dans la stabilité financière. Eh bien, avec la DSP2, on a pu montrer, chiffre à l'appui, qu'on a contribué à renforcer la confiance dans les paiements sur Internet, par exemple, dans les paiements électroniques, sur un contexte où les paiements de e-commerce se sont développés de façon exponentielle. Aujourd'hui, c'est l'explosion du mobile. Il faut qu'on arrive à injecter la confiance nécessaire dans le développement de ces nouveaux moyens de paiement. Personne n'aura rien à gagner si on va vers une dégradation très nette de la sécurité. Donc, ça nous oblige à anticiper, ça nous oblige à avoir un temps d'avance sur les fraudeurs, ça nous oblige à être critique sur les angles morts, sur ce qu'on a raté dans la DSP2. Et le ROI de la DSP3, il se mesurera quelque part sur les angles morts qui resteront après les 4-5 années d'implémentation qui seront nécessaires, parce que même quand on parle de 18 mois de délai d'implémentation, entre la transposition de la directive, l'élaboration des RTS, des guidelines, puis des Q&A, voilà, on l'a vu avec la DSP2, hein, on a été dans le régime cible à partir de 2021, quelque chose comme ça, pour une directive votée en 2015. Voilà, donc ça va prendre du temps, et on jugera de façon critique le ROI sur qu'est-ce qu'il reste finalement à traiter pour la DSP4. Très bien, je vous remercie infiniment tous les trois pour ce débat. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. On va ouvrir les questions à la salle et à distance. On va commencer par la question à distance. Comment pouvons-nous protéger nos clients non équipés de téléphone mobile contre la fraude ? Alors, moi, n'étant pas banquier, je n'ai pas de clients, donc pas de clients équipés ou non équipés. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est toujours bien de faire des anecdotes personnelles, ça rend le côté un peu humain du régulateur, qui sinon est quelqu'un de très froid. Moi, ma maman n'a pas de téléphone portable, elle fait du e-commerce. Elle a une authentification forte,
par serveur vocal interactif, plus mot de passe personnel. Ça marche très bien, elle en est très satisfaite. Alors effectivement, elle ne peut faire du e-commerce que quand elle est chez elle, soit dit, n'ayant pas de mobile. Elle ne va pas faire du e-commerce depuis son bus. Hein. Donc elle a un système performant, elle n'a jamais été fraudée. Donc bon, c'est la preuve qu'on est quand même capable de traiter des segments de niche un petit peu comme ça. Alors c'est un cas original, certes, mais finalement, je pense relativement répandu. Et puis, aujourd'hui, je pense qu'on a une attention qui est portée par les établissements et aussi par le régulateur, parce qu'il y a une vraie préoccupation d'accessibilité. Les solutions d'authentification, il doit y en avoir pour tout le monde. C'est pour ça qu'on n'a pas laissé les établissements décréter que la solution mobile était la seule qui restait dans le contexte post-DSP2. Et puis, c'est aussi pour ça, par exemple, qu'on s'intéresse aussi beaucoup à des solutions, par exemple, pour les personnes malvoyantes. C'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on fait pas du e-commerce ou qu'on fait pas du paiement de proximité. Et donner son code confidentiel au marchand pour qu'il le saisisse à votre place, c'est pas satisfaisant en termes de sécurité. Voilà, donc je pense qu'on est aujourd'hui collectivement, les banques ont une grande attention à ça aussi, projeté dans l'idée qu'il faut être inclusif vers toutes les catégories d'utilisateurs. C'est pas parce qu'on n'a pas de smartphone qu'on peut pas avoir une solution sécurisée de paiement sur Internet. Oui, tout à fait, c'est très bien dit, donc j'ai rien à ajouter. Effectivement, c'est vrai que nous aussi, on est absolument convaincus que l'inclusion, ça fait partie de notre chaîne de valeur dans les paiements. Et c'est des choses auxquelles on est très attentif parce qu'effectivement, il y a toute une partie de nos clients qui ne sont pas très à l'aise avec les mobiles. Et effectivement, c'est important d'y être attentif. Après, il y a un point, j'en reviens à une recommandation qui a été adoptée par l'Observatoire dans les recommandations sur le remboursement des cas de fraude, mais qui portait en fait pas sur le remboursement. Il faut qu'on équipe tout le monde, et ça c'est très important. Par contre, quand on est face à un utilisateur qui a le choix, il est important d'attirer son attention sur le fait que toutes les solutions ne se valent pas et que quand on a un smartphone qui permet de faire de l'authentification à un certain niveau, passer par du SMS renforcé, donc code personnel plus code reçu par SMS, ça reste un petit peu plus vulnérable. Donc l'utilisateur qui utilise régulièrement sa banque en ligne, l'inciter à l'utiliser aussi comme outil d'authentification est plutôt une bonne chose en soi. Parce que pas de SIM swapping possible, voilà. Donc, voilà. On est neutre, mais on a quand même le droit d'essayer d'orienter le client quand on a le sentiment qu'il est éligible à mieux. Un enjeu du marché, c'était qu'on estime que les règles du jeu devaient être les mêmes pour tous les acteurs qui étaient confrontés aux mêmes situations. Emmanuel, est-ce que tu penses que les règles du jeu sont respectées telles qu'elles sont définies au futur? Tu as l'impression qu'on retourne sur la personne qui fait la même activité, elle est bien sous les mêmes règles qu'un PSP, par exemple. Est-ce que tu as l'impression que les règles du jeu sont plus équitables à l'aune de ce qui se prépare? Alors, sur le level playing field, alors c'est vrai que ta question, Carole, évoque le mot discrimination. Donc, c'est un mot, quand on a travaillé sur la DSP 2 et 3, qui est revenu dans deux domaines. Le premier, c'était l'accès au système de paiement. Et le deuxième, c'était quand on a travaillé sur les API. Et en fait, il y a un slogan célèbre qui est « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui ?» Moi, j'avais l'impression que en fait, la question qu'on me posait de manière régulièrement, c'est « Comment est-ce que je peux vous discriminer aujourd'hui ?» Voilà, donc, ça illustre un petit peu un mot de frustration. Donc, pour répondre à la question, ce qui est évident, c'est que pour des activités similaires, il est logique que des règles similaires s'appliquent. Donc, pour l'accès au système de paiement, si on estime que un candidat qui souhaite accéder à un système de paiement doit respecter un certain nombre d'exigences, ça nous paraît logique que quelque part il n'y ait pas de régime. Là, ce qui est en train de se dessiner dans la DSP 3, alors on a fait des commentaires sur la version initiale de la Commission européenne en expliquant que pour nous, il était important d'expliquer la responsabilité de chacun, de dire voilà, les systèmes de paiement fixent les règles et les régulateurs doivent s'assurer que quelque part ces règles, elles sont suffisantes pour permettre la robustesse des systèmes de paiement parce que c'est quand même critique. Voilà. Nous, après les systèmes de paiement, le rôle, quand un candidat se présente, c'est de dire est-ce que cet acteur
remplit les règles ou pas, et donc ça ne doit pas être une question de discrimination, ça doit être une question absolument factuelle. Et si un régulateur décide d'autoriser un établissement de paiement ou de monnaie électronique à participer en direct à un système de paiement, alors il doit s'assurer qu'avant, et c'est un peu tout le jeu de la DSP3, il a mis en place les éléments qui vont permettre à certains de ces acteurs, dès lors qu'ils remplissent les conditions, de pouvoir le faire. Et donc là, quelque part, c'est en cours d'élaboration. Et nous, c'est l'idée qu'on essaye de pousser. Alors après, sur la partie open banking, enfin sur la partie est-ce que les règles sont les mêmes, alors, on n'a bien sûr pas les mêmes activités avec les TPP. Je ne suis pas sûre que parce que la discrimination, ça a aussi été utilisé pour les IBAN. Il y a eu la discrimination sur les IBAN. Voilà. Donc en fait, c'est un mot qui est très utilisé, la discrimination. Alors sur la partie open banking, juste un mot et après je passe à la discrimination d'IBAN et après je crois que c'est tout. Sur le point qui nous semble très important, c'est de dire, voilà, on peut tout à fait estimer qu'effectivement, avec la DSP2, on met en place une API, on réplique les services dans l'API qui sont disponibles dans la banque en ligne et tout va bien. Le problème qu'on a, c'est que parfois, on nous demande des choses qui ne sont pas des services pour nos clients ou pour les agents de nos clients, mais qui sont des services pour des TPP qui veulent développer leur offre. Voilà. Et donc, nous, tout le travail qu'on a, c'est d'instruire dans quel cas ça marche, dans quel cas ça marche. Et puis, il y a une espèce de bataille en disant, ah, c'est un obstacle, non, c'est pas un obstacle, etc. La manière de s'en sortir vers le haut, je pense, c'est de dire, très bien, vous voulez qu'on développe un service, comme dans tout marché libre, il y a un marché, faisons-le sur une base qui a un peu été celle de FIDA, qui soit une base contractuelle et rémunérée pour cette partie supplémentaire où vous allez utiliser, vous allez en fait accéder aux services qui sont offerts aux clients, mais pour construire autre chose et pas parce que vous êtes quelque part un agent du client. Ça me paraîtrait beaucoup plus fair play en fait. Voilà. Donc, et après, en théorie, il y a quelque chose qui permet de le faire, qui est l'initiative SPA. Le sujet de l'initiative SPA, c'est comme l'a dit Julien, alors il ne l'a pas dit, mais on est plusieurs, il y a plusieurs communautés européennes qui interviennent, et voilà, et parfois on n'est pas forcément d'accord avec certaines hypothèses. Et après, sur le sujet de la discrimination d'IBAN, alors là aussi, enfin, en théorie, c'est vrai qu'il ne devrait pas y avoir comment dire, on devrait pouvoir instruire un virement vers un compte italien ou un compte allemand, etc. Ça fait partie des sujets, effectivement, sur lesquels il y a des marges de progrès. Voilà. Après, sur la discrimination d'IBAN, c'est vrai qu'on entend... il y a encore beaucoup de bruit médiatique là-dessus. C'est un sujet qu'on traite, alors pas à l'Observatoire, mais au Comité national des moyens de paiement, parce qu'on a été d'ailleurs formellement saisi par la Commission européenne sur le sujet. Il y a souvent une confusion des genres, parce qu'effectivement, les établissements qui viennent se plaindre à la Commission sont souvent des établissements vers lesquels, curieusement, les banques françaises subissent beaucoup de fraudes. Les établissements, je ne les citerai pas, situés en Lituanie, situés en Allemagne, par exemple. Et il y a un point important et sur lequel on attire régulièrement l'attention de la Commission. Il faut vraiment distinguer la discrimination à l'IBAN de mesures conservatoires prises en réponse à un risque de fraude aggravé. Et typiquement, je n'ai pas connaissance de plaintes systématiques de Commerzbank ou de Deutsche Bank à l'égard des banques françaises. Ce qui montre que les banques françaises ne discriminent pas l'Allemagne. C'est ça la discrimination d'IBAN, c'est discriminer un pays. Il y a même un certain nombre de fintech allemandes vers lesquelles il n'y a pas de discrimination. Donc, ce n'est pas non plus une discrimination de statut et de pays. Par contre, effectivement, il y a un établissement allemand qui tient des comptes de particuliers sur lesquels les banques françaises ont subi historiquement des taux de fraude anormalement élevés et qui sont donc tout à fait légitimes à prendre des mesures supplémentaires qui créent de la friction dans le parcours client, plus que quand on fait un paiement vers un autre établissement. Ce n'est pas de la discrimination de l'IBAN, c'est des mesures anti-fraude. Ça, c'est vraiment important parce que l'image est souvent faussée et puis il y a un célèbre site Accept My IBAN qui existe sur Internet où les gens peuvent se plaindre. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière l'hébergement de ce site, il y a un certain nombre de néobanques qui sont parmi celles qui hébergent le plus de fraudeurs en Europe. Donc, quand ces établissements-là se plaignent de discrimination, quelque part, c'est forcément un petit peu orienté.
Bonsoir. Dans le cadre des paiements sur Internet, l'une des difficultés rencontrées réside dans le gap entre la DSP2, les recommandations de l'Observatoire d'un côté et les schémas de l'autre, programme soumis à FIS, non contrainte des commerçants. Est-ce que cet étau est mieux pris en compte et est-ce que des discussions sont en cours avec eux? Alors oui, c'est un point d'attention pour nous. Il faut effectivement qu'on soit très attentif à ce que les règles de fonctionnement des réseaux de paiement par carte, hein, les fameuses rules, des schemes, pour parler en bon français, ne soient pas contre-productifs par rapport à ce qu'on souhaite dans la réglementation. Effectivement, on avait vu par exemple l'idée de délégation forcée vers de l'authentification vers des commerçants qui auraient un taux de fraude suffisamment bas. Or non, ça c'est pas possible. S'il y a une délégation d'authentification forte, ça doit être contractualisé avec la banque, ça fait que la contrepartie elle est qualifiée de prestataire de services essentiels externalisés. Donc on peut pas laisser les schemes décréter de règles qui touchent à l'authentification et à la gestion de la fraude, qui amèneraient les établissements participants au scheme à être en infraction avec la réglementation. Donc oui, c'est un point d'attention très fort pour nous, et on est très à l'écoute, nous comme la CPR, des éventuelles remontées que pourront nous faire les établissements sur ce type de sujet, pour éventuellement, dans le cadre de la surveillance des schemes qu'on opère, on surveille au niveau de leur système Visa, Mastercard, American Express, on surveille CB en France, les schemes privatifs également, on a la conformité des règles à la réglementation, ça fait partie des principes qu'on applique. Donc, par contre, on ne connaît pas par cœur toutes les règles des schemes, donc quand vous identifiez une incohérence avec la réglementation, il ne faut pas hésiter à venir le signaler aux banquiers centraux. Bonsoir. Comment se compare la DSP3 par rapport à des réglementations similaires en Grande-Bretagne, voire aux États-Unis? Alors ça va aller vite pour les États-Unis. Il n'y a pas de réglementation similaire. D'ailleurs, il y a très peu de zones géographiques dans le monde qui ont quelque chose qui s'apparente à la DSP2. La logique anglo-saxonne, alors c'est un petit peu moins vrai en Angleterre, qui est sorti récemment de l'Union européenne et qui avait effectivement dans son corpus de règles la DSP2 et qui n'est pas revenu dessus concrètement. Donc les autorités anglaises, la FCA notamment, continuent à affiner, mais avec un chemin qui est un petit peu différent. Il y a des mesures qui ont été annoncées sur la protection du consommateur, le remboursement en cas de fraude qui va peut-être différer de ce qu'on aura dans la DSP3. Par contre, aux États-Unis, la fraude fait partie du business. Donc, la seule chose que vont regarder les régulateurs américains, c'est est-ce que le consommateur est suffisamment protégé. Donc, il est fraudé, voilà, il doit être remboursé. Mais finalement, les mécanismes techniques, l'authentification forte, les standards, le scoring, tout ça, ça n'existe pas dans la réglementation. Et donc, charge au commerçant qui peut avoir à rembourser le client en certains cas, de se créer une marge suffisante pour faire face à ses obligations, de payer du chargeback ou ce genre de choses. Voilà, l'utilisation du chargeback aux États-Unis sur les cartes, c'est un niveau qui est sans commune mesure avec ce qu'on connaît en Europe, où on a des mécanismes de protection et de remboursement. Je voulais poser une question qui n'est pas sur le terrain nécessairement qu'on a évoqué aujourd'hui, ce soir, qui est un terrain général, donc la réglementation générale, la directive, l'application des directives, des initiatives de place qui me semblent particulièrement, en tout cas judicieuses. J'espère qu'elles iront jusqu'au bout. C'est vrai que l'économie de la fraude va vers certains comptes en particulier. Donc, s'il pouvait y avoir un échange d'informations sous contrôle de la Banque centrale, je pense que ça éviterait quand même une certaine partie de la fraude. C'est vrai que quand les fraudeurs arrivent à pénétrer sur l'espace personnel d'un client, ils peuvent passer les transactions directement. Donc on peut vérifier effectivement que l'intéressé, la future victime, n'est pas au téléphone. Donc ce serait bien qu'il puisse y avoir aussi des coopérations avec les opérateurs téléphoniques. Donc tout ça me semble très bien. Je voulais juste, puisque Julien parlait d'expérience personnelle, venir à des choses qui peuvent être parfois un peu plus de détails et un peu plus concrètes, mais il me semble, dans l'observation que j'ai à travers des différents cas de réclamations qui sont adressées aux médiateurs que je suis, j'ai le sentiment quand même que toutes les banques ne sont pas au même niveau, c'est-à-dire qu'elles ont pris des choix technologiques, où elles ont pris des choix pratiques, où elles n'ont pas la même dose d'utilisation par une IA développée ou par une bribe d'IA de toutes les informations qu'elles ont sur
le comportement de tel ou tel client, le comportement personnel, et ce qui fait que je vois quand même qu'il y a des différences assez importantes dans le résultat, différenciant quand même telle ou telle banque. Et donc ma question était peut-être, est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir aussi des recommandations à destination des établissements de crédit pour encourager certains à modifier leur système d'information, améliorer leurs pratiques, pour que, pour le coup, il y ait un vrai level playing field en bon français, pour qu'on soit sûr qu'un client qui est dans une banque va avoir en fait le même type de protection qu'un client qui est dans une autre. Alors, en fait, dans votre question, parce que la loi est la même pour tout le monde. Voilà. Donc là, tout ce qu'on a essayé de poser comme question ce soir, c'est quel va être le bon cadre? Quel est le cadre approprié compte tenu des évolutions technologiques qu'on voit, compte tenu des évolutions du monde dans lequel on vit, des acteurs qui ont été créés pour développer l'écosystème des paiements? Quel est le bon cadre? Alors après, parce que derrière votre question, ce que je sens un peu, c'est l'idée de dire, mais est-ce que finalement, toutes les banques ne pourraient pas offrir la même qualité de service? On reste un marché concurrentiel. Alors, avec pour certaines banques, la capacité à être meilleure que d'autres, et c'est tout l'enjeu de l'exécution. Voilà. Et comme on est un marché concurrentiel, on a tous un enjeu qui est de faire aussi bien que possible. Et quand il y a des manquements graves, alors justement la DSP 3, si ça peut vous rassurer, il y a un paquet de sanctions, les articles 97 à 101, qui sont quand même assez contraignants. Après là-dessus, côté régulateur, la DSP2 a eu le mérite aussi de nous doter d'outils, notamment des reportings statistiques obligatoires sur l'état des flux et de la fraude, qui nous permettent à nous d'identifier les bons et les mauvais élèves. Alors, certes, il y a un certain nombre de choses qui sont soit des obligations de moyens de résultats, mais qui font qu'il y a des systèmes qui sont hétérogènes, qui n'ont pas le même niveau de performance. Ce qu'on va mesurer, nous, c'est est-ce que le taux de fraude des établissements est homogène ou non. Et si on a des établissements qui sont proportionnellement surfraudés, dont les clients subissent beaucoup de fraude, ça nous donne une boussole pour aller voir ces établissements-là, les convoquer, voir l'organisation de leur système d'information, de leurs pratiques antifraude, et les tirer vers des meilleures pratiques, et émettre des recommandations. On peut faire des missions de contrôle sur place, des missions du contrôle sur pièce. Voilà, on a tout l'attirail à notre disposition. Ça, c'est pour la fraude sortante. Et puis, il y a le symétrique, il y a la fraude entrante. Il y a les établissements qui ont beaucoup de fraudeurs chez eux, qui récupèrent beaucoup de fonds de façon illégitime. Pour cela, on n'est pas naïf. C'est nous qui recevons les statistiques de fraude, donc on sait, les établissements nous disent dans des réunions bilatérales vers où part la fraude. C'est une information qu'on emballe soigneusement, qu'on confie à nos collègues de la CPR, puisque s'il y a des fraudeurs dans une banque, c'est qu'il y a une défaillance des systèmes anti-blanchiment, a priori, de KYC à l'entrée en relation, d'onboarding. Et donc la CPR reçoit tous les ans le hit parade des établissements qui reçoivent le plus de fraude. Ça peut être des établissements étrangers. Il y a aussi des établissements français dans le hit parade tous les ans. Et donc, c'est une information très utile pour la CPR. Autant, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de sanctions pécuniaires infligées à un établissement sur la conformité des SP2, autant sur la lutte anti-blanchiment, je pense qu'on en voit passer de façon assez régulière. Excusez-moi, s'il vous plaît, je me permets de revenir sur la partie open banking et le fait que les établissements, il y a des établissements qui ne reçoivent jamais de demande. Donc c'est un coût finalement qui reste important. Alors, effectivement, j'ai cité un cas où effectivement on a un pays, la Pologne, enfin l'API qu'on a monté en Pologne. En fait, on n'a vu aucun TPP sunboardé. C'est-à-dire, c'est même pas une demande on n'a pas eu de demande de TPP. Je vous confirme. Je représente une banque qui a le même cas de figure et qui est implémentée en France. Donc finalement, DSP3 va fort probablement demander des développements supplémentaires pour cette question de valeur ajoutée par rapport au TPP. Des banques qui n'ont pas cet appel et qui n'auront sûrement pas de ce genre de demande vu leur typologie de clientèle et leur activité. Est-ce que vous pensez que les lignes pourraient potentiellement bouger sur cet aspect-là, potentiellement moduler un petit peu la mise en place, l'implémentation par rapport à une typologie d'établissement? En tout cas, alors, nous, de notre côté, on va tout faire pour. Le rationnel là-dessus, quand même, c'est que dans une...
enfin, il y a un enjeu autour de l'allocation efficace de retour, enfin, des ressources dans les traités européens. Et donc la question, c'est de dire, si vous contraignez des établissements à mettre durablement en place des infrastructures qu'ils n'ont jamais utilisées, et on peut vous montrer qu'elles n'ont jamais été utilisées, quelque part, ça va un peu à l'encontre de ce traité. Et donc, ça, justement, c'est-à-dire que dans la phase, quelque part, d'élaboration de la DSP3, c'est là où c'est important, effectivement, de montrer quelque part cet aspect de la DSP2 qui a pu être mal calibré et d'appeler à des questions correctrices. Donc je pense que oui, effectivement, c'est le bon moment pour porter ces points. Et après, sur l'open banking, il y a un vrai besoin de simplicité et de faire quelque chose qui soit compréhensible. Pas forcément toujours en demander plus quand c'est pas nécessaire. On avait poussé le raffinement assez loin puisque le BA, dans des textes successifs, avait décrété qu'il fallait une interface de secours, mais qu'après, on pouvait se faire exempter l'interface de secours. Enfin, le plat de spaghettis qu'on n'a pas forcément envie de voir se pérenniser dans la DSP3, c'est quelque chose d'important. Et je vous raconte pas l'angoisse du superviseur qui est chargé de vérifier qu'une interface sur laquelle il n'y a aucune transaction est conforme en termes de disponibilité et de performance. Voilà. Il y a des robots testeurs. Donc, ce genre de cas de figure, il n'est pas confortable pour vous, et ça, je le comprends bien. Il n'est finalement pas beaucoup plus satisfaisant de notre côté, où on se dit, on a quand même l'impression de réfléchir sur des choses qui n'ont pas toujours servi fondamentalement à grand-chose. Pouvez-vous nous confirmer qu'un client qui se voit refuser le remboursement d'une opération de paiement à la suite de sa contestation est éligible à déposer une réclamation ? Il est parfois, donc point d'interrogation, il est parfois difficile de distinguer ce qui relève de la contestation d'une opération de paiement de ce qui relève d'une réclamation portant sur un service de paiement. Est-ce qu'il est prévu une clarification ou des FAQ de la part de l'Observatoire ? Alors, il me semble là-dessus qu'il y a une publication de référence de la CPR sur les modalités de réclamation, de contestation et à quel moment est-ce que le sujet devient éligible à la médiation. Alors, n'étant pas expert du sujet, je pense qu'il vaut mieux aller regarder sur le site de la CPR. Donc il y a bien une publication du Conseil consultatif du secteur financier sur le sujet, mais il me semble qu'il y a aussi une circulaire de la CPR qui la reprend peut-être à son compte d'ailleurs, mais voilà, c'est quelque chose de normé en fait, et normalement justement les clients ne devraient pas être perdus face à ce genre de situation. Très bien, je vous remercie infiniment à tous les trois, merci beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés et passionnés comme nous par les sujets sur la lutte contre la fraude et l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de la sécurité des moyens de paiement, nous organisons une prochaine conférence donc au même endroit ici à la FBF le 30 avril. Voilà. Ce sera le matin, en revanche. Le matin, je me souviens plus l'horaire, 8h30 midi, voilà. Avec 4 ou 5 intervenants, des banques, il y aura l'observatoire, le régulateur, etc. Merci.